Bienvenue dans C'est réel, on va parler des addictions, on va poser les vraies questions, ça y est, on est en direct. En plus, je vous présente la petite équipe du soir là, qui est avec moi. Laurent qui va m'accompagner toute l'émission. Ouais. Laurent Carilla, l'addictologue numéro 1. Numéro 1, merci. Numéro 1, t'as vu, j'ai trouvé le slogan idéal là. Laurent, merci beaucoup d'être là parce que tu sais, on a déjà fait une émission ensemble il y a 2-3 ans à Skyrock. Et ce que j'avais aimé, c'était ton approche de toutes les addictions en général. Voilà, t'as un discours cool. qui est cash, qui est libre, qui est pédagogue, enfin tout ce dont on a besoin pour cette émission. C'est cool, merci Brick. Je te présente Cilia. Salut Cilia. Salut. Cilia, t'es la première à venir parler addiction avec nous ce soir. Et je m'adresse à tous ceux qui sont en train de nous regarder pour faire le relais de vos questions et pour intervenir également durant C'est réel pendant ces 2 heures de stream à peu près. Il y a VX qui est dans la bulle et qui est juste là. Salut VX. Salut Emric, salut Laurent, salut VX. Salut. Ouais, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, hein. Le chat sur Twitch, on est connecté. Vos messages également sur TikTok qui arrivent, toutes les questions que vous voulez poser, sans aucun tabou, on peut les aborder. Si vous connaissez quelqu'un qui est addict, ou même vous-même d'ailleurs, parce que franchement, parlons sincèrement, le téléphone portable qu'on a souvent dans la main, l'addiction aux écrans, c'est vraiment quelque chose. Nous, on a posé une question d'ailleurs cette semaine sur les réseaux sociaux, qui est quelles sont vos addictions ? Alors, d'après vous, quelle est l'addiction number 1 qui est arrivée dans nos messages ? Smartphone. Ouais. Smartphone ? C'est pas arrivé numéro 1. Ah ouais ? Non. C'est quoi ? Cannabis. Tout à fait. Ah bon ? Bingo. La fumette arrive en premier. Les jeux vidéo. Ah ouais. C'est arrivé. Le sexe. Faudra qu'on en parle aussi. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà. Le téléphone portable évidemment. La vape, la cigarette, dormir, l'alcool. Wow. Voilà. Voilà. Donc à TikTok aussi, je suis accro à TikTok. Il y a plein de trucs, il y a plein de messages qui sont arrivés dans les réponses aux stories. Bref, n'hésitez pas à poser des questions. On aura Simon R qui est invité tout à l'heure qui parlera justement de son addiction au cannabis, ancienne addiction qui s'est transformée par le sport. Il y aura Alexandre Corbeil, il y aura Dali, tous nos invités. Et vous pour poser des questions. Laurent, juste première question que j'ai envie de te poser. À partir de quel moment on sait qu'on est accro ? Est-ce que ça se quantifie si je passe plus de 5 heures par jour sur mon téléphone ? Est-ce que si je répète une action plusieurs fois, 2-3 verres au lieu d'un ? Comment ça Non, c'est plutôt... moi, j'ai un moyen mémotechnique, tu vois. C'est 5 fois la lettre C pendant au moins 1 an. Tu vois, donc 5 C, 1 an. Le premier C, c'est je perds contrôle. Le deuxième C, c'est j'ai un usage compulsif. Tu vois, je ne peux pas m'empêcher de... Le troisième C, c'est un craving. C'est un mot anglais pour dire l'envie irrépressible de consommer. Tu vois, imaginons là... On est là tous les trois là et on ne peut pas, par exemple, fumer une clope. Et le craving, nous, le premier qui ouvre la porte, il va fumer sa clope. Tu vois, c'est ça le craving. Oui. Quatrième C, c'est un usage continu. Tu vois, c'est répéter. Alors ça dépend des produits, ça dépend des comportements. C'est vrai qu'un comportement digital, tu peux avoir un usage complètement continu toute la journée, quoi. Tu peux ne plus arrêter. Et le dernier C, c'est des conséquences sur ta vie physique, ta santé, ta vie psychique, ta santé mentale et tes conséquences sociales. C'est-à-dire que voilà, si tu te mets à boire de l'alcool tous les jours, tu vas forcément avoir des conséquences sociales sur ta santé, etc. Donc 5C pendant 12 mois, tu es addict. Wow, ça c'est assez simple, hein, je trouve ça cool, efficace. Okay. Cilia, avant de parler justement avec toi, on va regarder ton portrait que tu vas découvrir également. Ok. T'es prête ? Bien. Ouais. Et salut à tous ceux qui sont connectés sur le chat. Salut Yonol, salut Stay, salut Hatsune, salut Chinchil. Problème de micro, on va gérer ça. Et puis on regarde le portrait. C'est parti. Elle, c'est Cilia. À seulement 22 ans, cette créatrice de contenu originaire du 7-7 est présente sur les réseaux sociaux depuis maintenant 3 ans. Principalement active sur Twitter, où elle fidélise d'ailleurs plus de 115 000 followers, Cilia partage sa vie et sa passion pour le cinéma. Elle a même carrément créé son émission, @le Club Cinéma, à retrouver sur Twitch. Si Cilia est dans C'est réel ce soir, c'est parce qu'elle réalise qu'elle est de plus en plus accro à son téléphone et aux réseaux sociaux. Comment elle s'organise pour gérer son temps d'écran et sa vie sociale, c'est ce que Cilia nous explique ce soir au micro de C'est réel. Ouais, beau portrait, passionné de cinéma. Et c'est vrai que quand vous allez sur Twitter, ou plutôt X maintenant, on peut pas passer à côté de Cilia. C'est-à-dire que même j'ai des amis qui m'ont dit, même si je suis pas abonné à Cilia, je vois ses tweets. Ouais. Trop bien. Tu tweets beaucoup et t'adores ça. Beaucoup. Mais c'est sur des tweets construits. Tu racontes pas juste pour te dire je viens de me réveiller, salut mes vies. Tu racontes vraiment des trucs dans tes tweets. On va dire qu'à force de tweeter, j'ai commencé à me dire que mes tweets avaient un impact sur les gens. Donc pourquoi pas leur apprendre des choses. Donc oui, je parle de cinéma, j'essaye d'apprendre des petits trucs, des petites anecdotes, etc. Et je tweete énormément, j'ai plus de 120 000 tweets. Ouais. Depuis 2019. Ouais. C'est combien de tweets par jour là ? Je sais pas vous faire le calcul, mais c'est peut-être pas mal. 120 000 tweets par jour depuis 10 000... C'est un truc de 120 000 tweets en tout, ça fait, c'est énorme. Après, on compte les réponses aux commentaires, les retweets, les j'aime, etc. Enfin, ça compte un peu tout. Mais c'est vrai que je tweete énormément. Et c'est simple, hein, j'allume mon téléphone, je vais sur Twitter. Je me réveille, je vais sur Twitter.
Je m'endors avec Twitter. Ouais. Je mange, des fois, je regarde Twitter. Enfin, c'est Alors, insensé. tout à l'heure, Laurent, tu parlais des 5C, mais il y a aussi l'impact par rapport à l'entourage. Là, tout à l'heure, et je salue ta maman qui est dans les coulisses, elle est venue assister à l'émission. Ouais, mais tu vois, c'est les conséquences sociales. À conséquence sociale, d'accord. Ouais. Donc, quand tes proches commencent à te faire des remarques. T'as des remarques de tes proches, toi? Bah, moi, j'ai ma maman qui a installé Twitter pour moi, pour voir mes tweets. Parce qu'en fait, ses collègues lui en parlaient, donc elle s'est dit, je vais regarder. Et alors, oui, on va dire que maintenant, c'est devenu pro. Du coup, je suis limite obligée de le faire, en fait. Alors qu'avant, c'était vraiment par pur plaisir. Maintenant, je bascule entre les deux, plaisir et parfois obligation. Et on le ressent, hein, des fois, mes parents sont... Bon, t'as passé la soirée sur ton téléphone. Mais c'est vrai que petit à petit, on arrive à essayer de jouer avec... c'est professionnel, ok, donc je me donne un temps. Mais je pense que vraiment, quand c'est pas pro et que c'est du pur plaisir, on s'arrête pas, quoi. Comment on fait pour équilibrer les deux, à savoir une vie du coup professionnelle aussi avec Twitter, le plaisir que tu passes dessus, et puis la vie réelle pour le coup? Alors... je demanderai à Laurent après, parce que c'est important d'avoir sa réponse, mais ouais, toi, comment tu fais pour t'organiser? Moi, pendant le Covid, du coup, 2020, c'était l'horreur. J'avais aucune organisation, j'étais tout le temps dessus. C'est là où j'ai fait le plus de stats, le plus de j'aime, le plus d'abonnés. Et ça a été un vrai problème parce que du coup, j'avais beaucoup de mal à dissocier en fait la vie réelle et des réseaux sociaux. On se voyait très peu, on voyait très peu nos proches, etc. Et du coup, je vivais à travers ça en fait, c'est-à-dire que mes abonnés sont devenus mes amis. Et c'était fou, je m'en rendais pas compte, mais voilà, je créais des groupes, on était plus de 50, on se parlait tous les jours, vous faites quoi, ce soir on parle de ça, on fait un space. Donc les spaces, c'est aussi on parle avec des gens. Ouais. Et en fait, on se rend pas très compte, mais on se met dans une bulle. Et moi, de 2020 à 2021, j'avais plus beaucoup d'interactions sociales avec mes amis, etc. Ouais. Et je me suis vraiment enfermée. Et je me suis tellement formée que maintenant, je pars en vacances avec des abonnés. Incroyable. Alors là, j'ai une question que j'ai envie de poser à Laurent, parce que tu as dit un truc hyper important. J'en profite évidemment pour faire un point quand même sur le chat et saluer tout le monde. Salut la chaîne. Il veut parler de fumer trop de shit, on en parlera dans un instant, du cannabis, hein, c'est important. Est-ce que vous allez faire souvent des émissions comme ça? On va en faire de plus en plus, surtout si vous êtes à l'écoute et que vous partagez le lien du live. On est ensemble jusqu'à 22h. Bonsoir à tous. Laurent, elle a dit, à un moment donné, j'ai remplacé un peu mes amis par mes amis virtuels. Ouais. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est grave? Quelles conséquences ça peut avoir? Il y a eu, dans ce qu'elle raconte, il y a eu le Covid et le confinement. Ça a tout déréglé, hein, globalement. Et il y a des gens qui ont explosé sur les réseaux sociaux. Ils ont utilisé les réseaux sociaux pendant le confinement et ils ont créé du contenu, tu vois. Et là tu peux... Moi, je trouve que les réseaux sociaux, sur ce côté-là, c'est... Tu rencontres des amis virtuels. Bon, il faut savoir qui tu rencontres. Mais... c'est un nouveau truc où tu peux rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontrés avant. Donc moi, je trouve qu'il y a ce côté un peu positif quand même du réseau social. Il ne faut pas le diaboliser complètement. L'idée le problème social, c'est quand tu commences à être cyberharcelé, tu vois, c'est ça où ça devient compliqué en fait. Tu sais, sur Twitter, en plus, qui est un réseau qui est réputé pour avoir beaucoup de cyberharcèlement, des débats qui partent souvent en vrille, il faut dire la vérité. Comment tu gères aussi l'aspect négatif de ce réseau social? J'appelle ça des sauces. Tu peux prendre des sauces sur Twitter. J'ai déjà été dans la sauce plusieurs fois. Moi, je vais vraiment aux sources, c'est-à-dire que je repars vers mes parents, ma famille, mes proches. C'est hyper important. Ouais. Okay. Et je pose beaucoup de questions. Voilà. Il se passe ça, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois répondre? Est-ce que je dois prendre du recul? Qu'est-ce que je dois faire? Et eux, en fait, ont tellement un œil vraiment à part à ça. Ils connaissent pas du tout, donc ils sont très loin de ça. Et en fait, je me rends compte que ce que les gens vont dire, etc., ça me représente pas forcément. Et il y a ce truc-là aussi de dissociation, que la moi d'Internet et la moi réelle n'est en fait, on est les mêmes, mais on n'est pas vraiment les mêmes par rapport à la perception des gens. Ouais. Parce qu'ils ont une vue de toi qui est leur vue à eux, mais c'est pas vraiment la même objectivement. Et ça, c'est vrai que c'était compliqué à se dire. Surtout, comme je disais, que je m'étais vraiment enfermée dans les réseaux sociaux. Et voilà, cet été, ça m'est arrivé aussi. C'était très compliqué de me dire, ok, là, tu fermes le téléphone. T'es en vacances, t'arrêtes, tu regardes pas, parce qu'il faut éviter de taper son nom sur Internet. T'as fait une sorte de cure un peu? Ouais, les vacances, ça m'a fait du bien. Ouais. Ça m'a fait du bien, j'ai aucune connexion. Alors, j'étais connectée, mais je ne tweetais pas. Ah ouais. Je regardais, mais je ne tweetais pas. Okay. Et franchement, pendant 3 semaines, je ne tweetais pas, ça m'a fait du bien. Après, honnêtement, j'avais plein de brouillons.
Il y avait plein de trucs à faire après. C'était compliqué parce qu'en plus, moi, j'avais fait une grosse émission juste avant, donc les gens attendaient des choses derrière, etc. Et je me disais, non, des fois, tu sais, tu prends du temps pour mieux revenir après. Et donc après, je suis revenue. Là, dernièrement, j'ai fait une grosse interview avec une réalisatrice sur Twitter. Et non, je vois que les gens sont toujours là, en fait, ils ne partent pas. C'est ça, c'est simple. Les gens sont abonnés à toi, ils aiment ton contenu et ils resteront. Et puis ceux qui n'aiment pas forcément, ils partiront, puis c'est comme ça. Mais moi, j'ai déjà eu des crises d'angoisse à cause de ça. Hein. Je suis déjà tombée sur des choses qui m'ont pas plu et j'étais vraiment pas bien parce que je me disais, mais pourquoi en fait ? Et elle n'est pas là la limite justement, quand tu vas avoir une crise d'angoisse qui est quand même quelque chose d'assez dramatique et qui est causée par du virtuel au final. C'est terrifiant, je trouve. Ouais, mais dans ce cas-là, alors tu te dis, tu dois arrêter et tu donnes raison à tout le monde. C'est ça aussi, c'est de se dire c'est le jeu, malheureusement, c'est comme ça. Puis après, quand on parle avec d'autres personnes qui ont plus d'ancienneté, ils te disent en fait c'est comme une cour de récré. Il faut juste avoir le contrôle sur soi parce qu'en fait on se mutile nous-mêmes en fait. Parce que les gens vont tweeter leur tweet sur toi, mais puis ils vont passer à autre chose. Ouais. Et toi, dans ta tête, tu vas rester là-dessus. Donc en gros, prendre conscience que tout ça, c'est qu'un jeu au final. Exactement. Et pas lui accorder autant d'importance. Même si quand même, ça t'a provoqué une crise d'angoisse. Donc c'est pas... Puis même le négatif devient même une addiction. Parce qu'en fait, on est addict, on veut voir ce que les gens disent sur nous. Ouais. Même le positif, on le voit très peu en fait. On s'y attarde peu. Et on veut vraiment voir le négatif. Donc on reste dans une boucle et ça finit... On va faire un petit tour dans la bulle parce que vous êtes nombreux à réagir depuis tout à l'heure avec les messages qui arrivent aussi bien sur TikTok que sur Twitch. Ça dit quoi, VX ? Écoute, Emric, il semblerait qu'on ait quand même pas mal de personnes qui soient addictes aux jeux vidéo. Là, on a depuis tout à l'heure des Fortnite. Je suis addict à Fortnite, je suis addict à d'autres jeux, etc. Pour l'instant, on n'est pas axé dans le sujet sur lequel on est actuellement, mais très jeux vidéo et on a aussi beaucoup de stupes. Alors un mot des jeux vidéo parce que je sais que vous êtes sur Twitch donc il y a beaucoup de monde qui joue tout le temps et qui est sur le gaming. Est-ce que c'est plus difficile est-ce qu'il y a des addictions qui sont plus difficiles que d'autres à gérer, Laurent ? Ça dépend des personnes en fait. Ça dépend vraiment des personnes. Tu as des gens qui vont être addicts au cannabis, tu as des gens qui vont être addicts au tabac, tu as des gens qui vont être addicts à du digital et ça dépend vraiment de la personnalité, de ta construction, de tes interactions avec ton environnement, etc. Donc tu peux pas dire ça, c'est plus dur que ça. Mais en tout cas, il y a un truc qui est vrai, c'est que le tabac, c'est la pire des addictions. Voilà. C'est la plus dure à arrêter. Voilà. D'accord. Ouais. Ça, c'est une réalité. Oui. Non, mais je confirme, franchement, c'est... Tu fumes ? Moi, je fume pas. Ouais, c'est bien. Mais ça fait 5-6 ans quand je fais des soirées. Les personnes que j'ai trouvées les plus difficiles à vivre au moment où il leur manque quelque chose, ça va être les fumeurs. Où ça devient une obsession et ils deviennent même violents et c'est un peu dangereux. Ouais. C'est ce que j'ai remarqué. C'est pas la même pour le téléphone encore. Mais est-ce que, alors, jeux vidéo, réseaux sociaux, même combat, si on est parents, si on est parents, si on est grands frères, ou si on veut même nous-mêmes prendre conscience de ce qui nous arrive, est-ce qu'il faut limiter le temps ? Comment on gère ? Non, il n'y a pas que le temps en fait. Il y a comment tu te sens, comment tu te sens avant, pendant et après ta connexion, tu vois. Il y a aussi, est-ce que tu fais des choses à côté ? Est-ce que ça a un impact sur ton sommeil ? Est-ce que ça a un impact aussi sur, si tu es à l'école, sur tes notes, sur tes examens, si tu es à la fac, etc. Donc, il y a ces éléments-là à prendre en compte. Parce que les parents, ils sont focalisés sur, tu passes trop de temps sur ton téléphone, tu passes trop de temps sur ton ordi, etc. C'est pas la réalité, ça. La perte de temps, c'est un tout mini facteur, en fait. C'est-à-dire que si tu passes plein de temps connecté et que tu es hyper mal quand tu es connecté et que tu penses que ça va te faire du bien, c'est là où c'est pathologique en fait. D'accord. Toi tu le ressens comme ça, Cilia aussi ? Il y a des moments où je le sentais comme ça. Ouais. En fait, j'étais connectée mais pour rien. D'accord. Donc je swipais mais pour rien en fait. Et puis les heures passaient, je restais dans mon lit et ça m'amenait à rien. Ouais. C'est de là où j'ai voulu vraiment construire quelque chose et de faire quelque chose avec. Et puis même mes parents ils l'ont vu petit à petit, ils ont dit ok c'est utile, elle fait quelque chose, vraiment elle en vit quoi. Mais avant ça, des fois tu passes des heures et tu swipes et tu... En fait rendre la connexion utile, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, on vient le faire pour c'est ça. Et il faut dissocier aussi sa vie virtuelle de sa vie réelle. C'est hyper important ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être absorbé par ma vie, elle est dans le digital quoi. Pendant tous ces réels, vous posez les vraies questions, on se connecte avec VX. Ouais, Emric, là on a Hatsune qui nous pose une question assez intéressante. Laurent, penses-tu que stopper une addiction du jour au lendemain, quitte à souffrir, est une bonne solution ? Est-ce que tu as des conseils et peut-être même des étapes dans lesquelles on pourrait se retrouver ? L'idée de quand on a une addiction, on est malade. Donc si tu es malade, il faut te faire aider. Et donc il faut te faire aider par des professionnels de santé. Avoir une addiction, c'est être malade. L'addiction, c'est une maladie. Waouh, ok. Voilà. L'addiction, c'est pas un truc, je suis addict, je suis accroché à mon truc. L'addiction, c'est une maladie. C'est comme l'asthme, une maladie cardiaque, une maladie pulmonaire, tu vois, c'est une maladie psychiatrique, la dépression, etc. Donc si tu es malade, il faut voir des spécialistes.
Donc tu passes par ton généraliste qui t'envoie vers des spécialistes si c'est pas trop géré au départ, mais c'est une porte d'entrée. Et oui, il y a un programme de soins qui va faire, on va stopper l'addiction, mais on va stopper l'addiction avec de l'aide, avec de la psychothérapie, avec des médicaments s'il faut, avec un programme de soins. Et moi je dis toujours à mes patients et à mes patientes, quand vous rentrez dans mon bureau, on a un pronostic à 1 an avec des étapes à franchir. Ok. Ah, c'est clair ou pas? Ah, c'est très clair, très clair. Laurent, merci pour ça. Oui, merci à toi. Si nous arrive à l'instant, c'est réel. On parle de vos addictions. Et il y a Loïc aussi. Hein. Tout à fait, Loïc. C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. Bon anniversaire, Loïc. Je savais pas. Très bien. On a un gâteau, mec. On n'a pas de gâteau. On va gérer ça. On pose les vraies questions sur vos addictions, car tout le monde a des addictions. Et d'ailleurs, celui qui va prendre la suite après toi, Cilia, c'est Simon Herc, et qui va nous rejoindre dans un instant. Juste, Cilia, parlons un petit peu aussi de ton actu, parce qu'il y a le Club Ciné que tu as lancé il n'y a pas très longtemps. C'est quoi le Club Ciné? Alors, c'est une émission de jeunes passionnés de cinéma qui discutent ensemble de cinéma. Ouais. Et on est sur Twitch, donc le Club Ciné. Et on est aussi sur Twitter, le Club Ciné, pareil. Ça marche pas mal, c'est cool. Je vais m'abonner à Cilia. Tiens, t'es abonné à Cilia, c'est important. Merci. Comment tu comptes gérer cette addiction qui est présente aussi aux réseaux sociaux, à Twitter, parce que maintenant tu as l'expérience, le Covid dépassé. Qu'est-ce que tu en as tiré de positif et de négatif? Le positif, c'est que ça peut aussi rassembler des gens. On peut se retrouver dedans, on peut se passionner et s'informer en étant un peu accro à nos téléphones. Ouais, bien sûr. Il y a aussi du positif, oui. Et au niveau du négatif, ce que je compte prendre en perspective, c'est vraiment faire des pauses, se recentrer, sortir, aller voir des amis en vrai. C'est important. Et même voir mes abonnés en vrai. Ouais. Créer quelque chose de réel, et c'est ce que j'essaye de faire avec le Club Cinéma, c'est ramener des personnes qui sont de Twitter, qui parlent ciné en vrai pour partager ça à la vie réelle. T'as jamais eu de mauvaise surprise quand t'as rencontré tes abonnés? C'est des personnes que tu trouvais bienveillantes dans la vie comme virtuellement? Oui. Ok. Figure-toi que même les gens qui parlent mal sur les réseaux sociaux, en face, sont très gentils. Ouais. C'est étonnant, mais ils sont hyper... Donc t'as l'interface qui masque en fait. Ouais, c'est ça. Ah, c'est la raison? Ouais, tu peux dire tout ce que tu veux derrière un écran. Ouais. Tu vois. Mais pourquoi naturellement on insulte ou on... Non, ça c'est pas sympa d'insulter. Ouais. Mais tu vois, il y a plein de tweets agressifs, plein de tweets. Ouais, bien sûr, mais t'as une façon de t'exprimer derrière un écran où t'es beaucoup plus désinhibé que quand t'es en face à face humain, tu vois. Ouais. Tu vois, tu peux tout de suite critiquer, tout de suite être pas très sympa derrière un écran. Et alors que dans la vraie vie, tu vois, moi je l'ai vécu plusieurs fois via même des emails, tu vois, où tu as des gens qui te répondent sur des emails, même pro, hein, un peu secs, un peu machin. Tu dis, mais c'est qui celui-là, quoi? Et tu les rencontres et ils sont tous sympas, tu vois. Tu dis, ah, ok, bon, d'accord. Tout à l'heure, on parlera aussi de l'addiction qu'on peut avoir à sa propre notoriété, à sa propre célébrité. Ça va être le cas avec les TikTokers qu'on va recevoir, parce que écran, réseaux sociaux, célébrité, c'est assez intimement lié. Comment tu gères cette notoriété que tu peux avoir, Cilia? Ça va, je la gère bien. Comment on la gère bien? C'est vrai que TikTok, il y a vraiment l'image. Alors, il faut se montrer tout le temps, des vidéos de soi, etc. J'ai un peu de mal avec ça, donc Twitter m'aidait beaucoup à ne pas me montrer tout le temps et à vraiment mettre de l'importance plus sur mes mots que mon physique. Je trouvais ça important. Et du coup, c'est vrai que j'ai moins de personnes qui viennent me voir en vrai pour me dire, bah voilà, je te connais, etc. C'est normal. Et aussi parce que Twitter est plus dur. Du coup, il nous rappelle toujours que voilà, on est des personnes comme eux. Voilà, on a vraiment de tout sur Twitter. Contrairement à TikTok où on va vraiment avoir que peut-être nos abonnés, donc les gens qui nous aiment. Là, on a vraiment les gens qui viennent nous parler, ils nous connaissent pas, quoi. Et c'est cool parce que du coup, on a l'impression d'être comme tout le monde. D'être un peu géré comme tout le monde. Bon, après, quand on va à des événements et qu'il y a aussi d'autres personnes connues, c'est là où on ne sait pas trop comment se comporter parce que, voilà, on est dans un autre monde, il y a d'autres personnes qui ont aussi un peu la grosse tête, etc. C'est un peu compliqué, mais sinon, non, naturellement, voilà. Bon, bah, Cilia, je te souhaite de garder tête sur tes épaules comme tu le fais. Et puis on va suivre tes aventures, évidemment, sur Twitter, mais également sur partout. Twitch. Sur Twitch, évidemment, avec le Club Ciné. Merci beaucoup d'avoir ouvert ce réel avec Laurent. Merci. C'était trop bien. Ouais, c'était vraiment, ça t'a passé un bon moment.
Ouais. Maman était contente, on va voir, tu vas débriefer avec elle dans un instant. On va aller voir On l'embrasse et puis on revient dans un instant avec Simon Herc qui sera en plateau. Vous bougez pas, on est en direct jusqu'à 21h30, 22h. C'est réel. C'est réel, on parle des addictions ce soir, on est en direct sur Twitch, en direct sur TikTok, VX est dans la bulle, il regarde, il surveille tous vos messages. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un message incroyable qui arrivait, c'est peut-être le message le plus cool depuis le début et qui fait trop plaisir, le plus vrai surtout. Emeric, très bon animateur, tu as raison, merci. Simon Herc, bienvenue dans C'est réel mon gars. Merci. Ça fait des mois que je voulais te recevoir et t'inviter. C'est vrai. Et là on a trouvé le format idéal pour le faire parce qu'ici on pose les vraies questions, parce qu'on est dans une bulle de bienveillance, tu le vois, parce qu'on a Laurent qui est l'addictologue numéro 1. Numéro 1. Tu l'as entendu parler avec Cilia. Number one, magnifique. Donc il est là pour ça. Et en plus tu as fait le déplacement, tu es venu en équipe là, depuis la Belgique. On est venu en équipe de Liège. De Liège. On représente le 4300, Warem. Exactement. et Simon, je voulais te remercier d'être là parce que on a eu l'occasion de parler depuis des années sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Et derrière le mec qui nous fait taper des grosses barres de rire, il y a aussi une authenticité, il y a aussi des douleurs. Il y a et tout. On va en parler, mais on regarde ton portrait avant si tu veux bien. Vas-y, let's go. C'est parti. Lui, c'est Simon, aka Simon Herc sur les réseaux. Originaire de Liège en Belgique, c'est à 19 ans que Simon se met à fumer du cannabis. Son addiction était devenue si importante qu'il était devenu selon lui l'ombre de lui-même. Une addiction qui durera plus de 5 ans puisque c'est à 25 ans que Simon a le déclic et qui décide de tout arrêter. Désormais, la fumette sera remplacée par le sport, que ce soit dans la vie ou sur les réseaux sociaux. Un virement à 180 degrés qui a un peu surpris ses fans, qui pour certains le trouvent moins drôle qu'à l'époque où il fumait. Comment on se défait d'une image qui nous colle à la peau, comment on s'échappe d'une mauvaise habitude qui fait désormais partie de son quotidien, comment on le fait comprendre à sa communauté, c'est les questions auxquelles Simon va essayer de répondre ce soir au micro d'Emeric dans C'est réel. Propre le portrait. Propre, hein. Propre, c'est bien fait, franchement. Ouais. J'aurais pas dit mieux. Bravo à VX qui est dans la bulle et qui a fait le portrait, qui a écrit le portrait aussi. C'est vrai que si on suit Simon sur les réseaux depuis des années, on voit quelqu'un à qui on a envie de se taper des barres. Franchement, quand on te voit, on a envie d'être ton copain, quoi. On a envie d'être ton pote, on a envie de faire le tour. Et pourtant, on n'imaginait pas qu'il y avait le cannabis qui était omniprésent dans ta vie, en fait. Ouais, t'as un coin d'ombre, en fait. J'étais vraiment dépendant de cette addiction. Et en fait, ça te fait décrocher de plein d'autres choses et tu perds un peu la réalité pour le reste. Et ouais, il y a eu un décrochage, plus envie de rien. Tu fumais beaucoup? Ouais, je fumais tout le temps. Combien? Tout le temps. Par jour, je vais dire 3 grammes, 4 grammes, mais c'est déjà énorme en Ça soi. te faisait combien de pétards par jour? Pétard, waouh. Une dizaine, 15. Ouais, facile. Non-stop, quoi. Ouais, non-stop. En fait, j'arrivais pas à m'arrêter. J'en roulais un le matin, midi, après-midi. Enfin, Ouais. Comme des tu le finis, comme une clope. En fait, tu associais la fumée à chaque instant de ta vie. C'est pour te réveiller, pour manger, pour. Pour tout. Mais du coup, par rapport à manger, par exemple, moi, perso, vu que je fumais tellement, je mangeais moins. J'ai perdu genre une dizaine de kilos depuis le début Du coup, j'ai commencé à 19 ans. Là, j'en ai 26. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté quand même. Bravo. Ouais, merci. Ouais. C'est pas facile, mais on a réussi. Comment? J'ai arrêté comment? Bah du coup... Avec Emeric? Ouais, avec la thérapie. J'ai arrêté avec Emeric. Il t'a fait de la Non, thérapie. on a beaucoup parlé, mais il a arrêté par lui-même. C'est une force d'esprit. Ouais. Mais une fois, tu sais, Laurent, on a fait une émission sur les drogues en général et tu expliquais que toi, tu faisais pas la distinction de drogue douce, drogue dure. Non, Tu expliquais qu'en fait, c'était la façon dont on consomme qui était douce. Le cannabis, c'est une drogue, c'est une substance. Comme le tabac, comme l'alcool, comme la cocaïne, comme, je sais pas, les médicaments opioïdes, comme un smartphone, tu vois. Enfin, on va prendre que des substances, tu vois. Quand tu consommes un produit, le cerveau, lui, il va pas dire « Oh là là, c'est super doux ». Il va pas te dire « Oh là là, c'est trop dur pour toi ». Parce que dans l'image des gens, on dit « Ouais, tu vois, le crack, c'est une drogue hyper dure. T'en prends une fois, t'es accro », ce qui est même pas vrai. Je dis pas qu'il faut prendre du crack. Tu vois, la coke, drogue dure, l'héroïne à l'époque, il y en a quasiment plus, drogue dure. Non, c'est pas vrai. C'est ton cerveau commentait. Tu vois, et tu peux avoir un usage doux de drogue dure, un usage dur de drogue douce, tu vois. Donc, il ne faut pas dire ça c'est doux, ça c'est dur. Tu sais pourquoi? Parce que si tu dis c'est doux, pour les gens, tu dis ouais, c'est une drogue, ça va moins te faire de mal. La bascule, elle s'est faite à quel moment, Simon? À quel moment tu t'es dit que tu fumais trop? Vraiment? Bah écoute, surtout aux yeux de ma maman, ma famille, parce que du coup, j'étais le seul fumeur dans la famille. Et tu sais, je vais souvent manger chez ma maman. Du coup, elle me voyait à chaque fois... défoncé quoi, hein. J'avais les yeux tout rouges, tu pues, tu pues, ta bois mouillé, etc. Enfin bref. Du coup la perte de poids, blanc, pas la joie de vivre, parce que tu pars un peu en dépression aussi, parce que tu fumes tellement que tu t'isoles. Du coup j'étais vraiment dans une bulle et j'écoutais pas les gens, enfin j'écoutais personne en fait. Je fumais, c'est tout. Du coup déclic comme ça quoi. VX?
Ouais, Emric, histoire de donner un petit peu de concept, de contexte, si t'es chaud, je te sors quelques petits chiffres sur le Avec cannabis. plaisir, ouais. Le cannabis en 2022 pour les 11-75 ans, ils ont carrément commencé l'étude à 11 ans. C'est 5 millions d'usagers qui ont testé au moins une fois dans l'année. Oh. On a 1,3 million d'usagers réguliers, ça veut dire au moins 10 fois dans le mois. Donc dans l'idée, 10 joints dans le mois. Ouais. Et on a surtout 850 000 usagers quotidiens. Donc dans l'idée, Simon, t'étais sûrement peut-être pas dans les stats parce que Belgique, mais la France, on est le deuxième pays le plus consommateur d'Europe chez les 15-75 et on est aussi le deuxième plus grand consommateur d'Europe chez les moins de 16 ans. Et rappelons que le cannabis est interdit. Est-ce qu'il y a un lien d'ailleurs avec cette interdiction? Parce que tu vois, en France, il y a plein de répressions, plein de prohibitions, etc. autour du cannabis. Le cannabis, c'est un produit illégal. Mais il y a une telle politique en France autour du cannabis qu'on est quand même des champions du monde en France de consommation de cannabis, quoi. Et c'est un vrai problème, il n'y a pas assez de prévention faite. Et il y a surtout, il y a toute cette question de, tu vois, les politiques qui cristallisent vachement sur le cannabis. Là, tout à l'heure sur Twitter, un maire, je ne citerai pas la tendance, mais disait « Ouais, le cannabis c'est de la merde et tout ». Mais ça n'a aucun intérêt de dire ça sur Twitter quand tu es un homme politique, tu vois. Qu'est-ce que tu fais pour aider les gens? C'est ça. Tu vois, et qu'est-ce que tu fais pour aider les gens malades? Moi, je suis content qu'il y ait un témoignage comme ça parce que les gens disent aussi « Ouais, le cannabis, on n'est pas dépendant ». Or, c'est pas vrai. Ouais, c'est violent, franchement. Le cannabis, vraiment dépendant. on peut être dépendant, on peut avoir des syndromes de manque, on peut souffrir et ça cache aussi. Encore une fois, les drogues, ça cache, ou les comportements addictifs, ça cache des problèmes sous-jacents. C'est des racines de l'arbre. Ce qui veut dire que quand on est accro au cannabis et qu'il y a des problèmes qui nous arrivent personnellement, le cannabis va décupler ces problèmes jusqu'à peut-être... C'est-à-dire ça peut masquer aussi, tu vois, comme tu disais, moi j'étais déprimé. Ouais, à un moment donné, ouais. Tu vois, mais ça masque ça, par exemple. Tu vois, tu fumes, tu n'utilises plus le cannabis pour kiffer, tu utilises le cannabis comme un antidépresseur, mais qui marche pas. Parce que tu dis, tiens, je suis pas bien, je vais fumer. Tu fumes, tu es encore moins bien, tu vois, à un moment. C'est clair, c'est clair. Tu vois, et tu es dans une spirale infernale où finalement tu gères plus rien, quoi. Ouais, j'ai envie de savoir comment tu as fait pour arrêter, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé, le déclic, et puis surtout, j'imagine que quand on a une consommation qui était la tienne, les premiers moments sans doivent être hyper hardcore. Eh ben, tu sais quoi, franchement, ça a été. J'ai pas eu trop de mal à arrêter, parce que j'ai eu un déclic, il y a eu aussi autre chose. J'ai commencé à faire des crises, mon cœur un peu de tachycardie, d'angoisse. Enfin, j'ai fait une crise et je me suis dit, oups, ça craint. Donc là, j'ai arrêté vraiment du jour au lendemain. J'ai pris tous mes trucs, mon tabac, mes feuilles, j'ai tout jeté à la poubelle, grinder, etc., tout à la poubelle. Puis après, sport, quoi. J'ai pas arrêté parce qu'une fois que j'avais envie, il fallait que je comble avec quelque chose d'autre parce que sinon, pas possible. Si je reste chez moi, j'avais envie de fumer. Alors, est-ce qu'on doit remplacer une addiction par une autre? Parce que là, bon, pour le coup, tout à l'heure, tu disais qu'être addict, c'est être malade, Laurent. Mais là, il remplace le cannabis par le sport. Mais ça dépend comment la quantité de sport, comment tu le faisais et tout, quoi. Bah écoute, 4 fois semaine, 5 fois semaine, enfin j'y allais vraiment… Mais combien de temps? 1h30, 2 heures. Donc, tu vois, mais je prends mon temps, tu vois, ça, c'est pas… Ça, c'est pas une addiction. Ok. Ça, tu remplaces justement par l'exercice physique, c'est un des éléments de la thérapie. Mais c'est vrai que les gens ont du mal à s'arrêter. Il n'y a pas eu d'aide médicale? Non, rien du tout. Ça, c'est rare quand même. Ouais. Ça, c'est rare. Okay. Et il faut une aide médicale, il faut une aide psychologique, il peut y avoir le sport et d'autres activités. Mais quand tu bascules d'une addiction à… Si tu vas dans une addiction dans le sport, tu vois, ce serait plutôt… tu fais 6-7 heures de sport par jour, quoi. Ok, d'accord. Ah ouais, ok, ouais. C'est autre chose. C'est violent, ça. Ouais. VX. Ouais, Simon, là, tu viens de dire que tu étais passé par aucune aide médicale pour essayer d'arrêter le cannabis. Est-ce que c'est quelque chose que tu ne te voyais pas faire? Est-ce que tu l'as considéré? Ou est-ce que tout simplement tu savais que c'était pas pour toi, tu pouvais te débrouiller tout seul? Écoute, je me dis qu'en fait, mentalement, je devais réussir d'arrêter moi-même. Enfin, je sais pas, j'avais… c'est le challenge, quoi. Voilà, c'était un peu le challenge de pouvoir arrêter tout seul, voir un peu où j'étais capable d'aller. Et voilà, aujourd'hui, ça a apporté ses fruits et franchement, ça a été le meilleur choix de ma vie d'arrêter, quoi. Clairement. Quand on a une addiction qui est si importante dans notre vie, ça a aussi une conséquence sur notre comportement, et même peut-être potentiellement sur le contenu qu'on propose sur les réseaux sociaux dans ton cas. Également. Donc comment t'as géré la transition? Bizarrement. Ouais. En fait, j'étais tellement loin à chaque fois que je rigole pour des bêtises, quoi. Ouais. On a une collection avec VX, voilà, beaucoup de vidéos où tu t'es voilà, bats. Exactement. Je me bats avec un objet spécial. Des objets spéciaux. Ouais. Non, et voilà, du coup, je me rendais compte que ça faisait rire que moi, en fait. Ouais. C'est plus…
Parce que quand j'ai commencé, j'étais pas addict à ça. Je fumais pas, j'étais franchement aucune addiction. Et j'ai vraiment plongé dedans, quoi. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, pour moi, c'est une drogue dure. Il n'y a pas de drogue douce au final. Parce que moi, j'arrivais pas. Ton usage en était dur, ouais, c'est ça. Ouais. Un usage dur. On dit souvent que quand on arrête, il y a toujours la possibilité de replonger. Tout à fait. C'est vrai, ça se vérifie. Comment ça te manque parfois? Est-ce qu'il faut s'entourer de personnes différentes? Est-ce qu'il faut éviter les lieux où ça fume? Comment tu fais? Ben, écoute, au début, je pense, le plus important, c'est d'éloigner un petit peu les fréquentations qui ont tendance à fumer beaucoup pour éviter les envies de le faire. Et après, voilà, je pense que ça revient petit à petit. Moi, personnellement, j'en ai plus du tout envie. L'odeur me dégoûte. Là, maintenant, je suis vraiment arrivé à un stade où c'est bon, je sais que je ne replongerai pas. On peut fumer à côté de moi, etc. Ça me dérange absolument pas. Tu peux côtoyer quand même des personnes qui vont fumer, ça va le faire. Ça, pas au début. Mais là, maintenant que je sais, vraiment, non, ça va. VX? Ouais Laurent, moi j'ai une question pour toi, c'est une réflexion que je me suis faite. Est-ce que, Simon, toi on est d'accord que quand tu fumais c'était sous forme de joint? Tu mettais du tabac et du cannabis, on est d'accord? Ouais. Okay, mais ça marche. Au tout début, j'ai commencé, voilà, on peut en parler aussi, je tirais des douilles. Donc les bangs. Oui, c'est ça, ok. C'est encore plus nocif ça. C'est plus nocif? C'est plus nocif. Ah bah, justement, je pensais que c'était l'inverse, parce que du coup, je brûlais ma gousse et là j'étais. C'est plus nocif pour le poumon, c'est plus nocif pour le cerveau. C'était violent. Ça va plus vite quoi. Ok. C'est quoi les tips qu'on peut donner à ceux qui sont comme toi, qui sont en train de nous regarder et qui sont addicts au cannabis? Je pense qu'il faut écouter sa santé au début, c'est le plus important. Au final, c'est une sphère qu'on se crée, mais c'est pas quelque chose de positif, quoi. On se plonge dans quelque chose qui est pas réel et on est persuadé qu'on en a besoin à un moment donné, alors que franchement, vous vivez tellement mieux votre vie quand vous n'avez pas ça, quoi. Alors, je me suis quand même demandé quelque chose. J'entends souvent des témoignages comme le tien de ceux qui ont arrêté du jour au lendemain ou qui ont arrêté brutalement. J'entends très peu de témoignages de ceux qui arrêtent progressivement ou qui diminuent. Est-ce que quand on est à ce point accro, il faut arrêter brutalement ou on ne peut pas en avoir une consommation plus responsable ou plus douce? Consommation plus responsable, c'est très compliqué parce que comme tu fumes un produit, tu vois, c'est très difficile de dire tout seul, tu peux pas diminuer, enfin tu peux tenter. Il y en a qui tentent de diminuer progressivement, mais tu vois, il y a des pics où ils refument en fonction des situations. Donc tu peux te faire accompagner. Moi, c'est vrai qu'il y a des patients et des patientes, je leur propose une réduction de la consommation, mais elle est encadrée. C'est-à-dire, tu vois, ils vont voir, nous dans le programme de soins, il y a une infirmière ou un infirmier addictologue, il y a une psychologue qui va travailler le fond, il y a moi au niveau médical ou d'autres collègues, tu vois, donc tout est cadré si tu veux, et on est dans l'idée, et ils notent, tu vois, leur conso, quand elle arrive, etc. Mais c'est vrai que la stratégie, c'est si la personne se dit, ok, je veux stop, on part sur, on arrête. Mais il faut qu'il y ait une aide. C'est très rare les cas de Simon comme ça, où ça se gère comme ça tout seul. C'est rare. C'est fort, mais c'est rare. C'est réel, on parle des addictions. Merci à vos nombreux messages sur TikTok et sur Twitch. On est en live. Il y a VX qui check en plus ce qui se passe sur le chat. Ouais, Emric. Simon, je crois que tu as bien fait d'arrêter puisque tu as aussi inspiré d'autres personnes pour arrêter. C'est notamment le cas de Monsieur Marcos, là, qui est dans le live Twitch et qui vient de dire « Moi, j'ai arrêté grâce à Simon ». Ah bah c'est cool. Je lui ai dit sérieux, il m'a dit oui, vraiment. J'ai regardé sa vidéo et je me suis fort identifié à lui. Je me suis dit que s'il y arrivait, je pouvais y arriver aussi. Ça, c'est quand même cool quand on se dit qu'on a aussi c'est cool. Ça, ce rôle-là. C'est bien parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont dans le même cas que moi au final. Et je comprends que c'est compliqué d'arrêter comme ça. Et voilà, si on peut aider les autres à arrêter, parce que c'est une crasse vraiment. Et au final, on ne voit pas le temps passer, mais on prend du temps et la santé, voilà, ça pardonne pas, quoi. N'hésitez pas à parler de toutes nos addictions, on va le faire au long de la soirée. Il y a quelqu'un qui parlait du CBD là. Le CBD, c'est le cannabidiol. Ouais. Tu veux qu'on en parle? Ouais. Alors le CBD, c'est hyper à la mode en ce moment. Il y a des boutiques partout. Oui, c'est légal. Ouais, mais c'est pas une drogue le CBD. C'est dans le cannabis, tu as deux composants, enfin parmi d'autres. Tu as le THC, tétrahydrocannabinol, c'est ça qui te rend dépendant. C'est ça qui te défonce. Et quand tu fumes du cannabis, il y a le CBD. Le côté relaxant du cannabis, c'est le CBD qui te le donne en fait quand tu fumes. Et si tu extrais que le CBD, eh ben le CBD, c'est comme un désangoissant, c'est un relaxant, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y en a partout, c'est autorisé. Mais le CBD, c'est pas un traitement pour arrêter le cannabis. Certains se l'approprient et disent je vais fumer un peu de CBD, etc. Moi j'ai envie de dire un truc, ce qui est vraiment toxique, c'est de fumer un produit. Toutes les combustions de produits, c'est ça qui est toxique en fait, pour le corps, tu vois, et le produit pour le cerveau. VX.
Laurent, petite question pour toi. Puisque la plupart des gens finalement fument du cannabis sous forme de joint, est-ce que c'est pas aussi finalement une addiction au tabac qui est rajoutée dedans? Bien sûr. Qui peut aussi compter. Bien sûr que c'est. Ouais, tout à fait. C'est important de le dire. C'est qu'en France, on n'est pas en Jamaïque, quoi. Enfin, il y en a qui le font, mais on fume pas que de l'herbe pure, quoi. C'est plutôt du tabac et du shit, enfin de la résine, ou du tabac avec de l'herbe, quoi. Et ça fait une double addiction. Et tu vois bien que les gens, quand tu les interroges, les patients ou les patientes, tu dis vous fumez des cigarettes? Non, moi je fume que des joints. Et alors quand vous réduisez votre consommation, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent leur consommation de tabac. Parce que le cerveau a besoin de stimulation. Ceux qui disent qu'ils fument pour avoir justement de l'inspiration pour les... Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas? Non. Ça c'est faux, ça? C'est faux. Ok. Tous les produits, il y a tout un mythe, si tu veux, autour de les drogues aident à la créativité. Ouais. Mais tu t'aperçois, il y a plein d'artistes, tu prends dans les années 60, 70, on entend beaucoup de discours. Fumaient, du LSD, enfin il y a des trucs, il y en a qui disent avec la coke j'ai créé, etc. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, tu vois, ces artistes-là, en fait, quand tu prends des artistes connus qui étaient dans la drogue, qui se sont arrêtés, ils sont toujours aussi créatifs, ils sont même peut-être plus à fond. Et on voit bien toutes ces vieilles stars du rock, du rap et tout, ils sont toujours au top quand elles composent. D'accord, donc c'est une illusion, c'est un masque. Non, c'est un masque. VX. On a une question de Aria Code sur TikTok qui nous demande est-ce qu'on peut perdre des neurones à force de fumer, et dans l'idée même générale, c'est quoi les plus gros risques quand on est un fumeur, même je dirais occasionnel de cannabis? Très bonne question, sachant que j'ai appris que les neurones se construisaient jusqu'à un certain âge, genre 26-27 ans, et après on n'en fabrique plus des nouveaux. Ah ouais. Ce qui se passe, c'est ton cerveau, moi j'appelle ça la puberté de ton cerveau. Ton cerveau, il devient fini à 20-25 ans, ça dépend des gens. Tu vois, donc tout est construit à 20-25 ans. Okay. Mais t'imagines que... Comme la taille, comme quand tu grandis. Ouais, c'est ça. Moi, j'appelle ça la puberté du cerveau. Donc c'est la maturation finale. Ouais. Imagine, tu consommes des produits pendant que ton cerveau se construit. Eh bien, il y a des zones qui vont mal se construire. Tu vois, il y a des zones, c'est comme si tu construisais un immeuble et à un moment, tu mets un coup de pioche dedans et tu vois, c'est un peu le truc, tu dis, je continue à le construire. Tu vois, donc le cerveau, il se construit comme il peut. Le cerveau, il est plastique. Donc ça veut dire que notre cerveau est plastique. Toi, il s'adapte aux choses. C'est-à-dire que tu fumes un gros joint, le cerveau, il va s'adapter. Tu as 15 ans, tu fumes un gros joint, ton cerveau, il n'est pas construit, mais il va s'adapter. Mais tu vois, il va s'adapter, mais bof. Et imagine, tu es un peu vulnérable à une maladie. Eh bien, le cannabis, il va réveiller cette maladie. Okay. Tu vois, tu vas pouvoir délirer. Toi, tu as des gens qui fument des joints. Pourquoi personne n'est égal devant un joint? Tu as quelqu'un qui fume un joint. Imagine, on fume un joint tous les 3 maintenant. Je ne veux pas te faire rechuter. On va éviter quand même. Imaginons, on dit comme ça en jeu de rôle. Eh ben, peut-être toi, ça va t'endormir. Toi, Simon, ça va te faire rigoler. Et moi, ça va me faire un peu, je vais avoir des hallucinations. Un peu. Tu vois? Et tu vois, donc personne n'est égal devant toi. Et tu peux pas dire. Plus tu fumes tôt, plus tu consommes tôt, plus tu as des risques. C'est top. En tout cas, on parle des addictions toute la soirée. Simon, est-ce que tu as un dernier mot, un dernier message à faire passer à ceux qui sont en train de te regarder après ce passage dans Céréales par rapport à ça? Écoute, c'est simple, fumez pas. Fumez pas, touchez pas à ça et franchement, tout se passera bien pour vous, quoi. Quand tu repenses quand même à toute cette période-là, est-ce que tu as quand même de la tendresse pour le jeune Simon qui fumait tout le temps? Ouais, je me dis franchement, il était bien, ce gars-là. Non, j'ai un peu plongé et voilà, là j'essaie de me redécouvrir un petit peu. Et voilà, on reprend de plus belle. Hein. Ok. Le sport, incroyable alors? Ouais, incroyable le sport. Ouais, c'est la meilleure thérapie. C'est une thérapie, moi. Thérapie en cours ou ça continue? Ouais, ça continue. Ça continue. T'as des objectifs? Ouais, faire des figures. Ouais, c'est du street workout, du coup tu fais un petit peu des... Ouais, c'est un petit peu mon objectif, faire des figures. C'est bien. Ouais. C'est un bon objectif. Ça paraît, voilà, c'est un petit peu... Mais écoute, on t'aura plein de force pour essayer, Simon. T'es hyper agréable, plus à suivre sur les réseaux, c'est chouette, c'est vraiment le contenu que tu fais. Merci de m'avoir fait confiance pour venir dans Céréales ce soir avec Laurent. Merci à Laurent. Et puis tu restes dans les parages, il y a du beau monde là partout. Yes. Il y a Nao. Je vais m'abonner, il faut que je m'abonne à Simon aussi. Vas-y Laurent, on se suit. Instagram. Instagram, tu le fais. Attends, je le fais. C'est ça, vous allez avoir le temps parce que là, Laurent, t'as le droit à une pause d'un quart d'heure. Ah ouais? Oui, t'as une pause de 15 minutes. Super. On va accueillir dans un instant Nao, Alexandre Corbet. Vous êtes des centaines de milliers à les suivre, notamment sur TikTok. Vous allez pouvoir leur poser des vraies questions, notamment sur l'addiction aux écrans et au téléphone. Et c'est genre, j'adore. On arrive. Toi aussi, Laurent, ça tue. On arrive à l'instant, bienvenue. Ça s'appelle Céréales. Regardez, Alexandre Corbet qui est là, Nao qui est là également. Ça va les gars? Comment ça va?
Ça va très bien et toi? Je suis content de vous accueillir, ça fait plaisir. Un dimanche soir à Skyrock, là vous êtes bien. Sky, c'est bien. Bon les gars, il y a Laurent Carilla qui reviendra, c'est l'addictologue numéro 1. Il fait une petite pause, il sympathise, il prend des Instagram, des TikTok, et puis il répondra toujours à toutes vos questions sur vos addictions. VX c'est toujours en direct de la bulle, donc là vous avez au moins un quart d'heure pour poser les vraies questions à Alexandre Corbet et Nao. Oh la pression là. La pression un peu? La pression Non, t'as pas de pression. Alors, on va faire vos portraits les gars, pour ceux qui les connaissent pas, parce qu'il y en a qui vous connaissent pas encore aussi. Bien sûr, Eh oui, il y en a partout. Il y a des centaines de milliers de personnes qui vous suivent, mais bon, on va savoir qui vous êtes avec ce portrait. On commence par toi Alex. Ok, top. Lui, c'est Alexandre Corbet. Tu l'as peut-être déjà vu passer sur tes réseaux pour son imitation de Jonathan Cohen dans la série La Flamme. Oui, il m'a trompé, toujours à se plaindre. Oh, wow, ça arrive à tout le monde de se faire tomber. Si ses talents d'imitateur sont indéniables, ce n'est pas aux imitations qu'Alex est accro, mais plutôt au sport. Si cette addiction est clairement moins dangereuse que d'autres, Alexandre, c'est quand même plusieurs heures de sport par jour à seulement 17 ans. Comment faire pour réussir à ne pas pencher dans l'extrême? Comment contrôler cette passion qui prend une place de plus en plus importante dans sa vie? C'est la question qu'on se pose ce soir au micro d'Emeric dans C'est réel. Qui était là, qui lui était full accro au cannabis, il avait une consommation qui était impressionnante et il a remplacé, on va dire, son addiction par le sport. Ouais. Ah ouais, incroyable ça. Et toi tu vas faire l'inverse, tu vas passer du sport au cannabis. Exactement. Il y a tous les drogues dures à maximum. Donc comme ça on transforme dans C'est réel chaque année. Là, combien d'heures de sport par semaine? Bah moi, j'ai commencé la muscu il y a 8 mois. Ouais. Et depuis, on essaye d'être régulier, on y va par, on va dire 5 fois par semaine. Ok. Ouais, environ 2 heures, 2-3 heures. Et ouais, c'est ça, 2-3 heures par semaine. Pourquoi? Question conne, hein, mais pourquoi? Pourquoi? Alors en fait, ça a commencé parce que déjà mon grand frère, on sait pas trop pourquoi, mais génétiquement c'était un buffle. Pas un humain, mais vraiment un frigo 4x4, il y a tout ce qu'il y avait avec. C'est cool. Et tutti quanti. Et moi, du coup, j'étais une brindille. Je me suis dit, waouh. Ah ouais, t'es dit, je peux pas avoir le buffle et moi, Je peux pas être une brindille dans la famille, tu vois. Et mon petit frère, il faisait du rugby. J'étais en mode, bon, bah, je suis quoi? Je suis l'enfant adopté de la famille. Pareil, mon daron 1m90, 95 kg. J'étais en mode, bon, est-ce que je tiens Donc la du voisin pression familiale. La pression Ouais. familiale. Et je sais plus, il s'est mis à la salle, mon grand frère, alors qu'il n'en avait pas besoin. Parce qu'il avait vraiment des biceps de fou déjà à cette époque-là. Je crois que j'aimais pas les siens qu'il avait au début. Donc je peux vous dire le truc. Et du coup, j'étais en mode bon, on va commencer avec lui. Okay. Franchement, il m'a tout appris. Donc c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. Wow, Okay. Je parle comme si j'étais Ronaldo, qu'est-ce qui se passe? Non, mais je suis trop content. Et ça a commencé comme ça. Et puis j'ai continué parce qu'en vrai, vite, ça devient une addiction. C'est-à-dire que t'y vas pas. Bah, tu culpabilises, t'es en mode je suis pas allé, je suis quoi, je suis une merde moi. Et du coup tu y vas et en plus lui vu qu'il était vraiment à fond dedans, il avait des stats de fou, soulever terre, tout ça. Et bah il me mettait dedans, il me disait allez viens on y va à la salle même quand j'avais pas l'énergie pour et du coup bah t'avais pas le choix. Ouais j'avais pas le choix. T'avais clairement pas le choix. Non c'était soit ça, soit il m'attrapait avec ses gros biceps Voilà, et il y avait plus d'Alexandre. Et t'étais l'altère en fait. Après, le truc, c'est que tu t'es calqué sur la famille, mais toi, ça t'a plu aussi, tu prends du plaisir à le faire. Bien sûr. Bah, ouais. bah heureusement, c'est comme ça que ça devient une addiction. C'est quand, si j'ai bien révisé mes cours d'addiction, c'est quand la zone de récompense, elle reçoit un shoot de dopamine dans le cerveau. Et donc, quand t'aimes pas quelque chose, en général, tu n'as pas ce shoot de dopamine, donc tu ne deviens pas addict. C'est la raison pour laquelle tout le monde devient addict des réseaux sociaux, des... Oui. C'est pour ça qu'on parle de ça ce soir. Et d'ailleurs, les questions à poser, j'en ai plein. On va aussi découvrir ton portrait, Nao, juste avant. Et avant ça, je pose une question à tout le chat. On va faire un point avec Zix dans un instant et à vous aussi, les gars. Combien de temps d'écran par jour? C'est facile pour le savoir, il suffit d'aller sur son téléphone. Ouais. Je sais pas s'ils ont ça chez Samsung. En tout cas, chez Apple, on a ça, le temps d'écran. Ouais, même ça sur partout. il y a partout. Hein. Combien de temps d'écran par jour? On va vérifier un petit peu votre addiction à ça. Attention. On parlera aussi de votre notoriété. Et puis, qui est Nao? Portrait. C'est parti. Lui, c'est Nao. Aujourd'hui âgé de 20 ans, c'est en 2016 sous un autre alias qui poste sa première vidéo YouTube et il en faudra pas beaucoup plus pour que la recette prenne. La chaîne YouTube grandit à vue d'œil, la collection de perruques aussi d'ailleurs, et très vite Nao atteint la barre des 300 000 abonnés. Le problème, c'est que Nao a désormais une notoriété importante à laquelle il a l'habitude et qui devient surtout de plus en plus addictive. Comment on gère une communauté et une notoriété pareille à seulement 20 ans quand on a toujours connu que ça? C'est ce que Nao nous explique ce soir au micro d'Emeric dans C'est réel. Ok. Waouh, franchement, pas mal, j'aime beaucoup. Beau gosse, le jeune Nao. Bonne question. T'as vu ça? Des bons La cheveux collection blonds de là. perruques, la collection de perruques, par contre, c'est vrai. La collection de perruques, ouais, c'est comment? Ah, c'est vraiment vrai, par contre. Je crois que j'ai au moins une dizaine de perruques, c'est un truc de fou. Tous les soirs il les brosse comme ça. Ah, non, Des non, bisous non, derrière ça- la nuque là. Vous les niquez ces vidéos, vous brûlez ces perruques, il n'y a plus rien. Non, moi, c'est vrai, par contre. J'ai tellement fait de personnages, tout ça, vis-à-vis des perruques et tout, et c'est vraiment devenu
pour être sincère, un gros bordel en fait. Bon alors on parle de notoriété et reparler de sport et tout ça. Combien d'heures en temps d'écran en moyenne? Félix, tu voulais répondre, réagir? Ouais, on a du 6 à 9 heures, on a du 4 heures en moyenne. Waouh. Donc ouais, là ça commence à faire pas mal. Emery, je sais pas si t'as déjà entendu parler d'une appli qui s'appelle Opal Non, c'est quoi? ou alors Well Spent. Bah c'est des applis justement qui sont censées un peu réduire ton temps d'écran. Et le truc qui est le plus flippant là-dedans, c'est qu'il te pose la même question que t'as posée tout à l'heure. Combien de temps tu passes par jour sur ton écran? Et il le calcule sur ta vie. Oh putain. Tu veux savoir combien? 4 heures, enfin moi en tout cas c'était la donnée que j'avais mis, 5 heures environ par jour. Ouais. 18 ans de ma vie gros. C'est énorme. C'est énorme. Et vous les gars, combien d'heures par jour? Sincèrement, faut dire la vérité. Hein, voilà. Ah, mon téléphone ne marche plus. Ça saoule. Moi sincèrement, Je crois qu'il a explosé un peu de fou là. Mais attendez, je vais regarder ça. Regarde, dis-nous en temps réel. Dites-nous aussi sur TikTok. Vas-y, je vais regarder aussi en vrai. Combien d'heures en Je sais moyenne? même plus c'est où par contre ça. Ouais. C'était le paramètre. On a Laurine qui nous dit 8 heures en moyenne. On a Laurine, Alexis qui nous dit arrête de manger des cartes graphiques, on n'en peut 4 à plus. 5. Ouais, franchement, on est sur des grosses fourchettes hautes. Hein. Waouh. Ah, c'est énorme les En gars. même temps, vous êtes connectés là, donc c'est pas pour rien. C'est que si vous passez aussi du temps sur. Moi, je pense qu'on est autour de 6 ou 7 heures. Mais je travaille aussi beaucoup sur mon téléphone, vous le savez si vous suivez le récap. Donc je C'est sais pour pas ça, quelle est la hein. part de travail et ça. Alors toi, tu dis quoi, Nao? Moi je suis approximativement entre 9 et 12 heures. Par aussi. jour. Ouais. 9 et 12 heures 9 et 12 heures. Toi, Ouais. tu nous fais Et des après, folies il y a aussi meurtrières. c'est parce que, comment dire, il y a un moment où je suis très proche de ma commu, je réponds aussi énormément aux abonnés sur Insta. Et vraiment, du coup, je m'implique. Parfois, je peux passer 1 heure ou même 2 heures par jour juste à leur Je veux dire, répondre. je viens de voir. C'est le plus Ouais. raisonnable d'entre nous. Attention, Alexandre passe 5h48 par jour. Moins 18% par rapport à la semaine dernière, les gars. Bravo. Il y a une évolution. Bravo. Il y a une Oui, évolution. c'est bien, c'est bien. On est en train d'applaudir du temps d'écran de 5h48 quand même, sans C'est dire. quand même énorme. 3 heures maintenant, 4, 5 heures, dites-nous un petit peu. Waouh. Les gars, il y a cette notoriété sur TikTok, parce que vous êtes les plus jeunes d'entre nous de ce soir, là, dans tous les invités qu'on va recevoir. Mhm. Comment on gère? C'est une question basique, mais qui a le Comment mérite on d'être gère importante. Moi, les gars. Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Moi, les gars, j'ai commencé il y a 1 an. J'ai 17 ans aujourd'hui, ça veut dire que j'ai commencé à 16 ans quoi. Donc dans l'idée, ça fait réellement que 4 mois que je vis un peu ce truc de notoriété, ce truc de on prend des photos avec moi, on me reconnaît dans la rue. Ou bon, ça fait un peu plus longtemps qu'on me m'idolâtre un peu dans pas forcément le groupe d'amis, mais au niveau du lycée et tout machin. Ouais. Ça change quoi quand on va au bahut comme ça? Ben ça change que t'es la cible de tout quoi. T'es la cible de tous les regards, t'es la cible de tout le monde parle de toi quand En bien, en t'arrives, mal on te regarde. En bien de ouf, moi Ok. en bien, j'ai jamais eu de haters. Jamais. Ça franchement, je suis trop heureux pour ça. J'ai une communauté qui est grave bienveillante. Est-ce Ça que, me- les, ça me est-ce que les régale. rapports sont changés? Genre les gens qui n'auraient jamais été tes potes deviennent tes potes? Est-ce que Ça, c'est arrivé, mais ça arrive franchement. Faut être con pour pas le voir, les gars. En fait, à partir du moment où t'as de la notoriété et que tu vois qu'il y a quelqu'un qui revient dans ta vie par hasard, on va dire. Hein, On se dégage. franchement, non, Clairement, c'est ouais. pas ça dégage, mais t'essayes de savoir et en général. C'est compliqué à voir aussi. Hein. Ouais. C'est compliqué, Ça- ouais. Ouais, Ouais, c'est ça- ça que je voulais vous dire. Moi, Toi, ça Nao, va, comment tu fais pour avoir un scanner pour savoir qui est intéressant Bah, et qui est intéressé? On va dire que moi déjà j'ai entre guillemets une chance parce que avant que ça prenne pour moi, j'avais déjà quitté les cours en fait. J'étais parti plus dans un CAP et tout ça, donc j'étais loin des réseaux, j'étais vraiment dans la menuiserie tout ça. C'est appelé Et, coiffure hein, avec les perruques. Hein, on Ouais, rappelle. c'est ça. Énorme coiffeur depuis Carrément. ses 16 ans, Nao. Totalement vrai coiffeur. Mais sinon, ouais, non, en vrai, j'ai quitté les cours et tout. Du coup, j'avais pas ce truc-là où je me sentais de fou observé en cours et tout. Je sais que maintenant, dans mon ancien collège et même lycée, beaucoup me connaissent. Au vis-à-vis, du coup, de connaissances de ma famille qui y sont maintenant au collège, tout ça. Et puis, ça parle très souvent de moi. J'ai même des abonnés qui sont déjà arrivés devant chez moi aussi. Ça, c'est Ouais. pas- Et c'est- ça, pour gérer ça, j'étais un peu perplexe en mode. Alors, est-ce que je les enterre vivants? J'étais perplexe. Bah ouais, Ou est-ce que je fais, les gars, on fait une photo? Du coup, j'ai fait une photo tout. Par contre, je J'étais un leur ai peu dit. flagada là face à la situation. Je leur ai dit, les gars, j'avais pas de perruque à ce moment-là. Attention. Attention. J'avais Hein. pas de c'est perruque à important. ce moment-là. Je leur ai dit, on prend une photo. Par contre, les gars, mon adresse, ça reste privé, tout ça. Mais j'avoue, pas trop facile pour réagir face à ça. On sait pas trop comment réagir. Mais après, sinon, en notoriété, je dirais que ça va. Il faut, comment dire, faut pas se pousser des ailes, on va dire. Faut- Et un truc qui a pris encore plus d'importance, surtout avec la génération TikTok dont vous faites partie, c'est le fait qu'il faut être hyper productif. C'est-à-dire Ouais, qu'on ouais. on a une exigence de Ouais. vous qui est quasi quotidienne sur Ouais. le contenu, sur les stories, sur les vidéos que vous allez faire. Ouais. Comment répondre à cette exigence qui est incroyable? Bon, on va dire que je suis pas trop exemplaire là-dessus parce que je peux avoir des gros moments de blanc. Comme en fait, ma communauté, j'arrive à leur créer un espèce de manque. Ce qui fait que vraiment, je peux être inactif parfois peut-être 1 ou 2 semaines. Ce qui me permet de créer une vidéo plus grosse ou quoi après, etc. Ouais. Et dès que je reviens, ils sont là en fait. Ok, Ils sont clairement là, j'ai pas ce truc. J'ai pas trop ce problème, on va dire. ok. Mm. Les gens m'attendent quoi. Et toi, Alex?
moi, je poste tous les jours depuis 3-4 mois. Il n'y a aucun problème. En fait, ça sort comme ça vient, moi. Écoutez, je crois que mon cerveau, il est composé de tellement de choses. Il y a tout un écosystème là-dedans, il se passe tellement de choses. On est deux là-dessus. Et tout est souvent très aléatoire, mais c'est comme ça que ça marche. Vous sentez aucune pression par rapport à ça? Vous vous dites pour vous? Franchement, non. Non. Non, moi j'ai plus une pression au niveau des concepts en vrai. Ok. Plutôt au niveau des concepts parce que, comment dire, en fait, comme tout, il y a des concepts qui marchent plus que d'autres. Ouais. On peut se projeter sur des concepts et tout, mais t'es pas sûr que ça va marcher. Du coup, t'es en mode, moi déjà, je fais quand même ce truc pour me plaire en fait, parce que ça me plaît ce que je fais. Mais bon, t'as quand même ce truc en mode, les gens, s'ils aiment pas, tu peux couler, tout peut s'arrêter demain en fait. Ouais. Du coup, t'essaies de faire un mélange des deux. Et moi, je sais que j'ai un concept qui marche de fou sur YouTube, qui m'a fait grimper d'un coup. C'est les différents types, les perruques. Avec tous les personnages, tout ça, notamment un personnage Hippolyte, je crois que tu l'avais bien vu. Je me rappelle ton premier commentaire sur ma vidéo, je m'en souviens. Et sinon, il faut vraiment garder ce côté, comment dire, parce que tu fais ça pour te faire plaisir. Après, les gens, ils te suivent ou ils te suivent pas, mais il faut que tu gardes ce truc. Est-ce que vous êtes préparé psychologiquement à la perspective que ça puisse moins marcher à un moment? Ou ça vous fait peur ou pas? Pour de vrai? Moins marché? Bah, il faut se poser les vraies questions. Ouais, ça m'est déjà arrivé, moi. Ouais. Et alors? Bah, au début, en fait, on cherche pourquoi déjà. On cherche pourquoi ça marche pas, tout ça, machin. On peut prendre une espèce de petite boule au ventre en mode qu'est-ce qui se passe? D'un coup, je fais plus de vues, tout. Hier, j'ai fait 100 000. Là, je fais 1000 vues, tu sais. Mais après, TikTok, c'est un peu compliqué aussi. L'algorithme, il faut vraiment TikTok, c'est trop aléatoire. Donc en vrai, moi, je ne base pas sur les donc vues même quand TikTok. t'as un truc qui a moins bien marché, tu flippes pas forcément. Tu te dis... Non, moi je sais que quand j'ai changé un peu de concept, que j'étais donc avec des gros créateurs de mon agence et que j'ai commencé à faire des trucs un peu plus. Donc c'était concept du pire psy, où j'étais un psy mais qui donnait que des conseils de merde. C'était beaucoup plus pro en fait. Et donc les gens qui sont à l'habitude de voir, de regarder ma vidéo et j'enchaîne blague sur blague. Mot aléatoire sur mot aléatoire, ils sont là en fait et ils reçoivent des blagues en continu alors que le concept du psy c'est acting et tout machin, les blagues elles arrivent avec beaucoup de temps et c'est pas continu, du coup ils quittent la vidéo hyper rapidement vu qu'ils sont pas habitués à ce genre de contenu et donc forcément ça va pas trop marcher mais dans l'idée moi je sais que j'ai pas trop peur que ça arrête de marcher parce que en fait j'ai pas de panne d'inspi, genre ça sort comme ça et même si j'ai pas d'idée de concept ou de trucs comme ça je raconte ma vie, j'ai tellement de trucs qui m'est arrivé dans ma vie, je veux dire, j'ai tout à dire, j'ai tout à raconter. Donc, non, j'ai pas trop peur. Ouais, Emeric, ma question c'était simple, elle était pour vous deux les gars, c'était comment est-ce que dans l'idée, le statut que vous avez est devenu addictif en soi, parce que vous êtes tous les deux les gars hyper jeunes, vous êtes déjà quasiment à plus de 300 000 abonnés chacun, etc. sur des grosses communautés. Comment concrètement ça se traduit ce machin? Est-ce que c'est le genre de truc où vous vous dites demain, si j'ai plus d'abonnés, c'est une partie de ma personnalité limite qui s'évapore? Est-ce que ça se traduit par, comme Emeric le disait, mater constamment des stats, etc. Comment est-ce que être un influenceur aujourd'hui à votre jeune âge, il peut avoir ce côté addictif dans la fame, dans le lifestyle que ça procure en vrai? Moi, je dirais pas perdre un côté de sa personnalité, mais franchement, premier degré, si du jour au lendemain ça s'arrête, tu t'habitues à un rythme de vie où tu as des compliments. T'as des marques qui nous accompagnent, des trucs. T'as des trucs, t'as ton agence qui t'envoie des messages, comment tu vas, machin, qui prennent soin de toi et tout. T'as des gens qui sont là près de toi et tout. Et franchement, en fait, le fait de s'habituer à ça et que du jour au lendemain ça s'arrête, ça peut, et c'est arrivé chez beaucoup de personnes, créer ce petit truc de dépression, être moins bien dans sa peau et tout. Parce que quand tu reçois des milliers de commentaires et des trucs comme ça et que c'est que des trucs bienveillants, en général. Et en plus, on s'y habitue, les gars, parce qu'on reçoit des milliers de messages tout le temps, ça devient une habitude quelque part. Alors qu'on n'est pas habitué à ça. Si d'un coup ça s'arrête, c'est le but de l'addiction, quoi. C'est t'es habitué à ça, ça devient un peu une addiction parce que tu regardes tes stats, tu regardes comment ça se passe et tout machin. D'un coup, ça s'arrête, t'as plus de dopamine, donc les gars, c'est difficile. Moi, j'ai vécu ça, moi d'ailleurs. J'ai vécu ça parce qu'en gros, là, ce que je me suis vraiment rendu compte que j'étais entre guillemets accro à tout ça, mon métier entre guillemets, tout ça, c'est le jour où j'ai été ban définitivement de TikTok, sans raison. Et sauf qu'à cette époque-là, j'avais pas YouTube, Insta, c'était juste quelques reels machin, mais vraiment mon truc principal c'était TikTok. Et je postais machin, et puis je me donnais vraiment à fond à cette époque-là, je voulais vraiment décoller tout. J'avais un peu décollé, j'étais quand même entre 200 000 et 300 000 abonnés, donc ça marchait quand même bien pour moi. Et du jour au lendemain, j'ai été ban définitivement. Du coup, du jour au lendemain, j'avais plus rien en fait. Mis à part des messages sur Insta de gens qui me rappelaient la chose en mode. Tu t'es senti comment au moment où c'est arrivé? Le moment où tout s'arrête d'un coup? J'ai pris une balle dans le cœur. Clairement, j'ai pris une balle dans le cœur. Je fais, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus rien en fait. En une seconde, comme ça. En plus, je me rappelle, c'était arrivé un matin. Alors, se réveiller avec la veille, parce que tu as rien de tes stats et tout, machin, t'es en mode. Ça doit être très violent. Demain, je vais faire ça et tout. Tu vois que ça marche. Ta dernière vidéo, elle a fait 100 000 vues et tout. T'as une série qui marche, tout en mode.
je suis bien. Attends, et quand t'es ban définitivement, t'as dû tout refaire, Ça a été très compliqué Wow. parce qu'au début, quand t'es ban sur TikTok, BanDef, il te laisse l'occasion du coup de faire une contestation. Ouais. Sauf que là, il faut pas que tu te loupes. Vraiment, t'as un message, t'as je sais plus combien de caractères, t'en as pas beaucoup en plus. Donc vraiment, il te laisse très stresses, hein. peu. Et ça a marché? Tu stresses. On va dire, alors là, j'ai été ban 2 fois comme ça. 2 fois. Non mais moi, TikTok, ils m'ont adoré, vraiment, je les aime, je les kiffe. Je les adore. Et du coup, la première fois, ça a marché, ils m'ont rendu mon compte, mais la deuxième fois, à la contestation, j'ai pris un gros tose. Ok. Et là, je fais, ok. Donc là, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux plus lancer TikTok, j'ai plus mon compte, rien. J'ai envoyé un mail, j'ai envoyé plein de mails partout à gauche, à droite, et au bout de 3 mois, on m'envoie un message, et là, on me dit que mon compte a été récupéré, tout ça, machin. Je me reconnecte, je fais, alléluia. Yes. Parfait. Yes. Bon, les C'est gars- vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que ouais, ça ferait très très mal. Ouais, quand même. Vous en avez conscience, vous avez l'air d'avoir conscience de tout et ça c'est pas mal, c'est plutôt intéressant pour la suite. Et justement, c'est quoi la suite pour vous? Parce que on reçoit beaucoup de créateurs de contenu et qui voient souvent le contenu, en tout cas sur les réseaux sociaux, comme une transition vers autre chose, vers un domaine de prédilection. Ça serait lequel le vôtre? Moi, sur les réseaux, Ou après, là, Bien sûr, tu feras bah, après ou pendant. Ouais. moi, je suis déjà sûr de moi. En Ouais. fait, j'aimerais partir en études de design et école de mode. Ok. Donc, ça serait en fait un tremplin, les réseaux. Ok. Avant tout. Donc tu sers des réseaux comme un tremplin. Ouais, exactement. Ok. Ou alors continuer sur une lignée et peut-être après, du coup, la terminale. Partir sur les réseaux à fond, YouTube, Twitch, et me donner vraiment à 700%. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même une vie pro qui se mêle vachement avec ma vie personnelle. Et la vie personnelle, j'entends les études, quoi, en fait. Ok. Et là, en terminale, c'est beaucoup de travail. Et franchement, lier les deux, c'est chaud. Ouais, C'est beaucoup de boulot d'un coup, où il faut gérer les deux. C'est de l'organisation. Je suis l'homme le moins organisé de France, apparemment. Putain, mec, on Donc est c'est assez compliqué. Et donc ouais, on va essayer de gérer ça comme ça. Et après, ça sera vraiment le moment où je vais pouvoir vraiment partir et on va voir s'envoler comme ça. Et tu Avec mes ailes et pourras tout. t'entendre réagir sur ce canapé. Et toi, Nao? Moi, la suite, alors moi, je suis un mec qui est ultra improviste. Ma vie, c'est de l'improvisation totale. Ok. Donc les réseaux, ça a été improvisé, tout est improvisé dans ma vie. Donc en vrai, la suite, C'est ça la technique hein, pour garder la tête sur les épaules d'air, d'improviser. c'est ça, ouais. Donc en vrai, déjà, tout ce qui m'arrive en ce moment, depuis déjà maintenant 1 an, je vais dire, c'est vraiment YouTube qui m'a fait monter d'un coup. Après, on me reconnaît d'or, tout ça grâce à ça. Et aujourd'hui, je suis là. Et mis à part dire que je veux continuer de faire rigoler les gens, tout ça, leur apporter du bonheur, parce que c'est vrai que leur message, il me touche énormément, c'est un truc de fou. Je suis là, j'ai beau avoir un compte à bientôt 70 000 abonnés Insta, tous mes DM sont ouverts. Ok. Je les ouvre tous. Et tu réponds à tout le monde? Je réponds à tout le monde, je fais vraiment mon maximum tout. D'où les 5 heures par jour. Exactement. Et vraiment, parfois, Merci je à peux toi, passer XX900. 2 heures. Je Parfois, reçois c'est ton un peu du message. copier-coller parfois. Oui, bah oui, C'est un faut peu dire, du arrêtez. merci. Et tu réponds à tout le monde, les DM sont ouverts. Ok, c'est bon à savoir. Ouais, j'essaye. Donc en Ok. vrai, la suite, mis à part continuer, atteindre mes objectifs, tout ça, on vise le million forcément, tout. Ouais. Je le dis, je vais pas m'arrêter du moment où j'y suis pas arrivé. Donc, mis à part du lourd qui va arriver plus tard, etc., je prévois de faire un clip aussi. Ok. Parce que j'ai fait un son, je prévois de faire un clip. Après, même Twitch aussi. Il y a beaucoup d'abonnés qui me demandent d'aller sur Twitch, vous reconnaissez. Et je pense que ça va être prévu d'ici peut-être 1 an, 2 ans, quand YouTube ça sera bien monté, etc. Et voilà. Nickel. Bah écoutez les gars, c'était un kiff de parler un petit peu avec vous des réseaux sociaux, de l'addiction, du sport et de ce que vous faites et de votre contenu, du recul que vous avez par rapport à tout ça. Merci beaucoup d'être passé dans CRL. Il y a Laurent Carilla, addictologue #1, qui arrive dans un instant avec, je sais pas si c'est Dali ou Léonard Berduca qu'on aura dans un instant. C'est Léonard, je pense. Léonard est là? Léonard, ouais. Ok, il est arrivé Léonard, vous l'avez vu? Léonard, non, je l'ai pas vu. Il non. l'a pas vu, parce que je sais Non, pas on si- l'a pas vu. Bon, Ça sera Dali alors. ça sera Dali, ça sera Dali. Je remplacerai Léonard, les gars. Bon, en tout cas, on revient là dans un instant, dans quelques petites secondes, vous bougez pas et puis vous posez les vraies questions. On parle des addictions, de vos addictions, des addictions de vos proches. N'hésitez pas à réagir sur Twitch et sur TikTok. À tout de suite, merci les gars. C'est réel et on est en direct jusqu'à 21h30 au moins, tranquille avec vos addictions. On parle des addictions, c'est vrai qu'on a un temps un peu léger, mais parfois ça peut être aussi grave, important. Mais c'est pour ça qu'on a ramené l'addictologue numéro 1 Laurent Carilla. #1. Depuis tout à l'heure, t'as vu, on écoute plein de témoignages de ceux qui sont addictés à leur téléphone, aux réseaux sociaux. On parlait du cannabis avec Simon. Je voulais aussi vraiment qu'il y ait Léonard avec nous. Merci d'être dans Serial, Léo. Mais avec grand plaisir. J'aime beaucoup ta chaîne YouTube. Mais merci, c'est gentil. On va regarder le portrait pour ceux qui ne connaissent pas. T'as préparé un portrait? Lui, c'est Léonard Berduca, et ce soir, c'est le seul autour de la table qui a 1 million d'abonnés sur YouTube. Dans la description de sa chaîne, Léonard définit son contenu comme un mélange de créativité et de folie. Ses vidéos, vivre 24 heures dans un aéroport, devenir un routier pour une journée ou même se payer une croisière en première classe.
Autant dire que Léonard n'a pas peur des défis. Son dernier en date, gérer son addiction au contenu web dont il est désormais acteur et qui malheureusement lui fait frôler le burn-out. Léonard est au micro d'Emeric dans Céréales. Et c'est vrai que tu es l'homme qui fait tout sur YouTube. Franchement, ça part un peu dans tous les sens. Ouais, on envie beaucoup ta vie quand même. Hein. On envie tout ça. Souvent, tu vois, les gens ils me demandent de résumer un peu ce que je fais. Ouais. Et j'ai beaucoup de mal parce que ça part tellement dans tous les sens que j'ai trouvé une phrase un peu bateau, c'est en gros YouTube c'est ma cour de récréation et je m'amuse beaucoup dedans. Ouais. Alors dans cette cour de récréation, on a vu des extraits de plein de vidéos, on aurait pu en citer encore une dizaine d'autres. C'est laquelle où tu as pris le plus de plaisir et celle qui a été la plus difficile? Le plus de plaisir, en vrai, je prends du plaisir sur toutes les vidéos. C'est vrai que il y en a une qui me vient direct en tête, mais c'est plus parce que c'est un truc qui est vraiment extrême. C'est quand j'avais fait un saut en base jump à l'époque. En gros, le base jump, c'est quand tu sautes d'une falaise en parachute. Et je pensais pas que ça allait être aussi flippant. Tu vois, le moment où tu es devant la falaise et qu'il faut que tu te lances, et tu es obligé de te lancer au moment où tu fais le décompte, parce que si tu te plantes, bah, tu tombes et tu te prends la falaise. Ça, c'était assez stylé. Ouais. Et une un peu plus délicate, plus difficile? Plus difficile, j'avais fait un tournage en début d'année en Arctique, donc c'était à l'archipel Svalbard. C'était pour aller dans l'endroit où il fait toujours nuit, parce qu'il fait nuit 24 heures sur 24. Et alors c'est pas dans la vidéo, mais à un moment on a fait une exploration et en fait on est resté bloqué dans les montagnes et on a des secouristes qui sont venus nous chercher, on en a jamais parlé, mais ce jour-là, en vrai, c'est le jour où je me suis dit, putain, il y a moyen que là je revienne pas, tu vois. Et c'est la première fois de ma vie où je me pose dans la neige comme ça, et je me dis, putain, là c'est chaud, là je suis dans une situation de merde. Ok. Alors là, tu as utilisé un terme qui est intéressant, tu as parlé de cours de récréation, et c'est vrai que c'est assez semblable à ce qu'on regarde. Mais à quel moment la cour de récréation, elle devient aussi ton travail, et comment on distingue les deux? Disons que moi, ça fait très longtemps que j'ai commencé. En vrai, j'avais pas l'âge de prendre le train tout seul. Ouais. J'ai commencé en 2011, donc je devais avoir 11-12 ans. Et à l'époque, je kiffais le gaming, je kiffais regarder YouTube. Tu sais, c'était les tout départs, donc il y avait les Diablo X9, les Cyprien, etc. Et puis j'ai commencé à poster des petites vidéos sur Minecraft. C'était un petit peu ridicule. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai revu ces vidéos. Et il y a une vidéo, je te promets, elle s'appelle Remerciement 32 abonnés. C'est pas remerciement 30 abonnés, c'est 32, j'ai précisé. Incroyable. Donc voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. Et en fait, j'ai continué à toujours publier des vidéos. Mes centres d'intérêt, ils ont évolué. Donc les vidéos, elles ont changé en fonction de mes centres d'intérêt. Et puis à un moment, je me suis dit, en vrai, pourquoi ne pas en faire mon métier? Et tu sais, à l'époque, les gens ils disaient beaucoup, oui, tout peut s'arrêter demain, machin. Donc j'étais un petit peu matrixé là-dedans. Et puis quand j'ai voulu tenter l'expérience vraiment en tant que pro, ça a été assez rapide. Et là, ça fait 4 ans. Et alors, si on voulait aussi parler avec toi, c'est parce qu'il y a de plus en plus ces témoignages qu'on comprend un peu partout quand on parle de youtubeurs, d'expliquer qu'il y a une sorte de course justement à toujours surprendre, à garder en intérêt notre audience. Et ça peut passer par des burn-out, ça peut passer par des moments un petit peu plus délicats, des moments où on veut tout couper. Quel regard tu as par rapport à ça? Alors, j'ai vu que dans la présentation, t'avais dit que j'y avais pu être sujet, etc. C'est pas du tout le cas en ce moment et en vrai, je me suis un petit peu éloigné de tout ça. Maintenant, tout ce qui est analytics, statistiques, ça me monte moins à la tête. Mais c'est vrai que pendant une période, et c'était, on va dire, plus en début 2021, je crois que les extraits que j'ai vus, c'était début 2021. J'avais beaucoup de doutes par rapport à ça parce que je m'étais inculquer le fait de sortir des vidéos toutes les semaines. Donc ça faisait qu'il fallait tenir un rythme. Tout le temps, Et en plus de ça, on voulait faire des gros trucs. Donc à chaque fois, chaque semaine, on s'engrainait. On avait du coup une deadline qui était à respecter. Et je pense que c'est pour ça que ça peut pousser au burn-out. J'ai pas fait un burn-out à proprement parler. Je pense que c'est beaucoup plus grave que ce qui a pu m'arriver. Mais c'est vrai que j'ai eu des moments de doute, des moments où même j'en ai parlé en vidéo. Je crois que tu avais mis un extrait. Parce que j'étais pas très bien à ce moment-là. Est-ce que ce système il est dangereux, Laurent, où on doit pousser à la créativité chaque semaine pour les vidéastes? C'est la course aux sensations et à la notoriété. Donc le problème c'est que moi je dis toujours, addict à la fame, tu te brûles dans les flammes, quoi, tu vois. Et c'est ça le truc, quoi, en fait. Tu vois, c'est un vrai problème, en fait. Si t'as pas une assise psychologique suffisante, tu peux te cramer, en fait. Voilà. Comment on gère?
il faut quand même rester un peu les pieds sur terre, il faut être bien entouré, il faut être bien conseillé. Je ne parle pas de tous les requins qui tournent une fois que tu commences à gagner plein d'oseille, mais il faut être vraiment le noyau très proche. Dans les moments où ça dérape un peu, il faut en parler avec quelqu'un et dire voilà, je crois que j'arrive plus à tenir la barre, etc. quoi. VX. Léonard, question que j'ai pour toi, c'est une question personnelle. Est-ce que tu as eu potentiellement l'impression, au moment où tu commençais à te poser des questions, que peut-être que ton problème, il était moins justifié que d'autres personnes qui pouvaient avoir des problèmes un peu similaires, justement parce que t'es youtubeur, dans l'idée, ta vie, elle est assez cool, etc. Ça fait un peu le lien avec la première émission C'est réel qu'on avait faite. Mais est-ce que, puisque dans l'idée, t'as quand même une vie assez cool, ou en tout cas sur Internet, c'est l'impression qu'on a, est-ce que tu te disais peut-être... ouais, j'ai pas vraiment le droit de faire un burn-out, c'est censé être réservé à des gens qui ont des problèmes peut-être plus importants que les miens. Est-ce que tu as eu cette question qui est peut-être pas justifiée ? Bien sûr, en vrai, il y a une hiérarchie des problèmes. Mon problème est était moins important qu'un tas de problèmes dans le monde. Ça veut pas dire qu'il faut pas prendre en compte ce problème parce que ça restait quelque chose au cœur de ma vie. Après, encore une fois, j'ai pas fait un burn-out à proprement parler. À ce moment-là, je pense que c'était une accumulation de choses. Tu sais, c'était l'époque du confinement, le second confinement. Du coup, moi qui suis un gars qui adore sortir, qui suis très social, j'ai vraiment beaucoup d'amis, j'étais vraiment tout seul au bureau avec le peu de gens que je voyais qui étaient mon équipe. Et c'est vrai que je pense que le confinement a amplifié tout ça. Maintenant, tu as dit quelque chose qui était très vrai tout à l'heure, c'est qu'il faut bien s'entourer. Et il y a plusieurs tâches que moi, en l'occurrence, j'ai su déléguer, à commencer par le montage à l'époque, puis ensuite la production des vidéos. Et ça m'a allégé complètement les choses. Et aujourd'hui, je pense que j'ai plus du tout... en tout cas, je suis beaucoup moins sujet à ça, parce que déjà... Les réussites, on les partage ensemble, mais les échecs, on les partage ensemble, et les problèmes aussi. Donc quand il y a un truc qui ne va pas, on est tous dans le même bateau, et c'est beaucoup plus simple à gérer. Et c'est bien d'avoir cette expérience et ce recul aussi maintenant pour savoir comment gérer, pour avoir les outils. C'est ça aussi qui est une clé, parce qu'on voit beaucoup de créateurs de contenu qui sont un peu au fourneau, ils font absolument tout, et ça peut aussi masquer d'autres problèmes. Quand tu as commencé à déléguer, tu as senti que vraiment tu t'aérais l'esprit? Le premier truc que j'ai vraiment délégué, c'était le montage. Et c'était une charge de travail qui était assez importante parce que, comme à l'époque, je tenais un rythme où je publiais le dimanche, ça arrivait que je tourne le vendredi ou le samedi, je monte dans la nuit et je sorte le dimanche. Donc c'était pas faisable, c'était pas vivable. Et du coup, quand tu commences à travailler avec quelqu'un, tu peux pas lui dire mec, bosse dans la nuit de samedi, tu vois. Donc ça m'a permis déjà de me créer un peu plus un planning, de plus m'organiser. Et ensuite, de déléguer toute cette partie. Donc ça a été hyper bénéfique. Je profite d'avoir des créateurs de contenu avec nous pour poser une question à Laurent. On a beaucoup ils ont tous des fans, tout le monde. Est-ce qu'on peut être accro à une personnalité qu'on suit sur YouTube, comme on peut être accro à un chanteur, ou accro à Metallica? Moi j'aime. Moi je suis accro à toi, Aymeric. Ça fait plaisir. Moi aussi, je suis un peu accro à toi. Avec 2 heures. Mais tu peux être accro sans être malade. C'est encore une fois. Alors, elle est où la distraction? L'addiction, c'est t'es addict, t'es malade, tu souffres et tu penses que l'objet de ton addiction, ça va te résoudre tes problèmes, ça te résout pas tes problèmes. Il y a très peu d'addiction à des personnes, c'est plutôt des phénomènes comme l'érotomanie, tu vois, la conviction délirante, on va poursuivre, l'autre nous aime, quoi, tu vois, la star nous aime, on va courir après. Il y en a, il y en a. Comment faut faire dans ces cas-là? Faut mettre la distance. Faut mettre des distances. Faut mettre des distances parce que ça peut être dangereux en fait. Ça peut aller jusqu'au crime. C'est ça par exemple les crimes de personnes qui se font. Probablement. Il y a aussi probablement aussi des maladies psychiatriques autres qui jouent un rôle, mais celui qui a tué John Lennon des Beatles, je pense que j'allais parler de ça justement. On n'est pas d'accord. Il y a un mec qui t'attend là-bas, il m'a dit j'attends Aymeric. Tu vois, et donc tu vois, c'est possiblement. Il peut avoir un peu d'érotomanie, mais aussi d'autres pathologies en dessous. Parce que tout à l'heure, Cilia disait qu'elle avait rencontré ses abonnés, tu te rappelles, et il faut être très prudent dans la rencontre. C'est-à-dire, il faut savoir qui on va rencontrer, etc. Parce que il faut vraiment, tu vois, et même ça peut être, comme c'est du virtuel, ça peut être quand même, tu sais pas qui tu vas rencontrer. T'as été confronté à ça, toi, Léo? En vrai, pas tellement. Déjà, je pense que globalement,
les filles sont plus sujets à ça parce que il va plus leur arriver de se faire suivre ou ce genre de comportement. Après, j'ai déjà eu des gens un peu lourds, machin, mais ça n'a jamais été au point où vraiment je me sens traqué. Ok. J'ai déjà eu des trucs chelous, mais... La question, c'est comment tu gères une communauté sans être trop... Après, en mettant la barrière, on va voilà, dire. Franchement, 99% des gens, ils sont très très gentils, ils sont très cool. Et quand il y a quelqu'un d'un peu lourd, moi je sais dire non, je connais la puissance du non, et j'ai pas peur de dire non. Donc, toi qui connais et qui a grandi avec cette génération dont tu parlais tout à l'heure, comment tu vois la suite des choses ? Par rapport à quoi ? En général, sur YouTube, Ok. où tu es un acteur principal. En vrai, aujourd'hui, on est un petit peu dans une phase où ce sont les deux extrêmes. C'est-à-dire que d'un côté, il y a de plus en plus sur YouTube des vidéos longues. Donc tu vois des formats qui sont plus importants, des 20, 30, 40, 50 minutes, des trucs qui sont beaucoup plus produits, qui demandent plus de budget. Vraiment, on peut apparenter ça à carrément des projets. Et du coup, il y a moins de contenu. Et de l'autre côté, tu as des vidéos qui sont de plus en plus courtes, de plus en plus dynamiques. Et là, je pense au TikTok, aux shorts, aux réels. Ce qui fait que, entre les deux, tu vois, toutes les vidéos de 10, 15, 20 minutes, elles trouvent moins leur place. Et on le voit dans les consommations. Moi, j'ai des fois sur des vidéos, j'ai 45% de consommateurs sur télévision. Ah, ok. Parce que de plus en plus, les gens consomment soit sur leur télévision, soit en faisant la vaisselle, soit en machin. Et du coup, on est un peu dans cette phase où on arrive sur les deux extrêmes, des contenus très courts d'un côté et des contenus très longs de l'autre. On parle de toutes les addictions, il y a eu plein de questions qui sont arrivées. C'est quoi les addictions les plus étranges auxquelles tu as eu affaire, des addictions auxquelles on ne pense pas forcément ? Parce qu'on a parlé des grosses depuis tout à l'heure, alcool, il y a la ténorexie, le bronzage, addict au bronzage. On peut être addict au bronzage ? Ouais, j'ai eu des cas comme ça de femmes addictes au bronzage. Ok. Et ça se manifestait par des séances UV, par chercher le soleil partout ? Ouais, c'est recherche d'UV à fond. La drogue, c'est l'UV. Et donc, tu vois, moi, je les voyais au stade. Il y en avait qui avaient des cancers de la peau, quoi, tu vois. Et ils continuaient à se faire bronzer. Par rapport à ça, est-ce que c'est le fait de vouloir être bronzé ? Ou alors est-ce que c'est, je sais pas, la vitamine D que tu prends C'est avoir la peau très noire, en fait. D'accord, ok. Et c'était le plus possible d'être le bronzage au maximum. Donc c'est esthétique. Dans la construction de la personne, c'est un truc esthétique. Mais quand tu vois ça arriver en face de toi, tu te dis, il n'y a rien d'esthétique. Tu vois, elles sont brûlées, quoi. VX ? Laurent, tu disais tout à l'heure que sous chaque addiction, il y a dans le vie un mal-être, ou en tout cas un manque chez quelqu'un. Ouais. Comment est-ce que quand tu fais face à une addiction comme celle que tu viens de citer, comment tu réussis à identifier le malaise, ou en tout cas le mal-être qu'il y a chez la personne ? Moi, j'utilise la métaphore de l'arbre. Tu vois, quand tu es dans la rue, tu regardes un arbre, tu vois des branches. Tu es un tronc, tu vois. Les branches, ça représente une addiction ou des addictions. Donc, tu as une branche, je sais pas, on va dire c'est bronzage, l'autre c'est tabac, l'autre c'est réseau social, enfin, etc. Et tu as plein de racines d'un arbre. Et c'est là-dedans qu'il faut aller fouiller, en fait. Et en fait, nous, quand on travaille avec des patients et des patientes comme ça, la psychologue ou le psychologue va aller travailler sur les racines. Les racines, ça peut être, je suis un chercheur de sensations, hyperactif, j'ai un déficit de l'attention, j'ai été abusé quand j'étais petit. Enfin, tous ces éléments-là, il faut aller les rechercher et il faut aller travailler dessus. Parce que si tu travailles que sur la branche, quand tu coupes la branche, qu'est-ce qui se passe après ? Elle repousse. Ceux qui sont addicts au porno, est-ce qu'il y a des techniques ? Parce que en plus, ça peut avoir des conséquences même sur sa vie sexuelle également. Ouais. Les activités sexuelles en ligne, moi, c'est plus large que le porno, en fait. Ouais. Parce que le porno, ça a tendance à être diabolisé ou banalisé. Moi, je crois que le porno, ça fait partie de la vie. Il faut savoir le consommer, etc. Et c'est vrai que plus on est jeune, plus c'est compliqué de voir du porno. On sait très bien qu'un gamin qui voit de 10 ans, qui voit du porno, c'est comme son cerveau lui reçoit le message, c'est comme s'il avait un acte sadomasochiste quand même, tu vois. C'est-à-dire qu'il avait été ligoté et fouetté, quoi. Ouais. C'est la même chose dans son cerveau. L'addiction au sexe, elle se traite par de la... il faut reprendre du plaisir avec le sexe. Ok. Tu vois ? Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui est addict à un site de streaming pornographique, c'est-à-dire qu'il va avoir plein de trucs, mais il ne va pas voir que les films, il va aussi faire de la webcam, bien sûr. Tu vois, etc. Il faut lui réapprendre à utiliser ça comme un outil de plaisir. Okay. Voilà. Et donc réduire la consommation,
pas l'utiliser tout le temps, et c'est souvent associé à de la masturbation compulsive, tu vois. Évidemment. Et tu disais tout à l'heure, par exemple, un truc, qu'est-ce que tu as eu d'étonnant? Moi, j'ai eu quelqu'un qui s'est masturbé 108 heures d'affilée, tu vois. 108 heures, c'est un marathon de 4 La jours. question, c'est est-ce qu'il a dormi? Il n'a pas dormi, il prenait des poppers pour tenir réveillé, mais c'est une masturbation sans éjaculation. Si tu regardais du porno non-stop, et les addicts au porno, enfin à l'activité sexuelle en ligne, eux, ils recherchent l'image ultime qui va les exciter, tu vois. Et c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont éjaculé ou ils ont eu un orgasme, il y a beaucoup d'hommes, il y a aussi beaucoup de femmes qui en ont. Après, il y a une triade. Ouais. La honte, le désespoir, la culpabilité. C'est horrible pour eux. Honte, désespoir, culpabilité. Il n'y a plus de plaisir, en fait, chez les addicts au sexe. Ok. À la fin, il connaît tout le catalogue. Ah bah là, oui, il a fini. Non, c'est illimité. Oui. Ah oui. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un, Hatsune57, qui demandait si Laurent a des addictions. Bah, est-ce qu'un addictologue, en plus tu maîtrises sur le bout des doigts les sujets. Est-ce que tu peux t'auto... Attention, il y a son Bien fils sûr. qui regarde. Bien sûr. Moi, je suis addict au travail et j'ai des addictions positives. C'est un concept que je développe. Addiction positive, ça fait du bien à la musique. Ouais. C'est bien. Tu joues de quoi? Je joue plus, je joue à la guitare, mais surtout j'écris. Moi, j'aime écrire. Ok. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller écouter le podcast de Laurent Carilla, vous le suivez sur ses réseaux sociaux, ça s'appelle Addiction. Il y a déjà 750 000 personnes qui ont écouté, et c'est vachement bien. Et il y a la saison 3, Addiction, ce qu'on va être un spécial femme à addiction le 26 septembre. Je profite de t'avoir encore quelques petites secondes avec Léonard pour te poser les addictions qu'on nous a demandé. C'était sur les jeux d'argent, les jeux en ligne. Beaucoup en souffrent également. Il y a un truc, on avait fait une campagne de prévention avec Santé publique France qui s'appelait Parier, c'est pas rien. Et en fait, les jeunes, via les applications sur smartphone, se font plumer par ces applications sur des événements. Là, il y a le rugby en ce moment, ils vont se faire plumer. Il y a le foot, etc. Donc c'est cool, tout ça. Mais parier, c'est pas rien. Et en fait, c'est que le hasard qui fait qu'on gagne ou gagne pas. Et il y a un truc qui est important, c'est que tu gagnes jamais au jeu de hasard et d'argent. Jamais. Le message est clair. Laurent, je voulais vraiment te remercier d'être passé dans CRL. On a passé un moment, je pense que tu reviendras nous voir. Parce avec plaisir. On va faire plein de sujets et je pense que tu as passé un moment aussi. C'est trop canon. Bon, tu restes avec nous, Léonard. On va accueillir Dali là, dans 2 minutes. Il sera avec nous pour répondre à vos questions aussi. Et on est en direct sur Twitch et sur TikTok. On attend vos commentaires. Merci beaucoup, Laurent. Merci. On revient à CRL. Merci, Laurent. Merci. Dernière partie de CRL en live et en stream sur Twitch et sur TikTok avec Léonard qui est toujours là et Dali qui nous a rejoint. Yes. Et pourquoi Dali nous a rejoint? Pour 2 choses déjà. Parce que déjà, c'est le bon élève. T'es arrivé avant tous les invités. Ouais. Mec, je suis le dernier en plus. Je suis le dernier. Le problème, c'est qu'il est arrivé à 8h du matin en fait. Il n'a pas compris. Depuis hier. Il cherche un stage en fait. Alors, et Dali, en plus, tu sais, quand j'ai fait un peu on va dire les plateaux d'émission, à savoir qui est là à quel moment, je me suis dit, ok, Laurent, on va le garder 1h30 et puis à la fin, on mettra Dali à la place parce que toi, tu analyses tous les comportements de tout le monde. J'aime bien, j'ai cette petite addiction. Pourquoi? Je sais pas, ma mère est psy, donc peut-être que ça joue un peu, tu vois. Mais naturellement, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Donc je creuse. C'est-à-dire que, grosso modo, quand vous regardez les vidéos de Léonard, vous vous dites « Ah, j'ai envie d'être à sa place, c'est une dinguerie ce qu'il est en train de vivre, il est trop sympa. » Et quand vous regardez Dali, vous l'écoutez attentivement, qu'est-ce qu'il va me donner comme conseil? Qu'est-ce que je ne dois plus faire? Qu'est-ce qu'il a trouvé comme dinguerie? On regarde ton portrait? Ouais, grave. Tiens. Dali, c'est le couteau suisse du casting de ce soir. À 21 ans et avec près d'1 million de followers sur TikTok et plus de 300 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, Dali touche à tout. Les nouvelles technologies, la mode, le développement personnel, le sport, pas de limite du moment que Dali trouve un angle intéressant. Et c'est même lui qui le dit. Je sais pas si je suis intéressant, mais une chose est sûre, je suis intéressé. Un métier et une curiosité qui le pousse malheureusement à enchaîner le temps passé devant les écrans, tant et si bien que Dali doit commencer à s'organiser pour se déconnecter. Comment faire pour surveiller sa consommation d'écran au quotidien? Quelle technique mettre en place pour éviter de couler? C'est la question qu'on se pose ce soir avec Dali du Tilleul et Emric dans CRL. Par exemple, cet été je suis parti en vacances et je me suis dit allez, première journée on se déconnecte. Genre on se déconnecte, mode avion. Je crois que j'ai commencé à trembler. Non mais vraiment. Et ça n'allait pas, j'arrivais pas à être épanoui complètement, j'avais comme réflexe tout le temps sortir mon téléphone parce que je voulais immortaliser ce coucher de soleil, immortaliser que je sois avec mes amis. Et je me suis dit il y a quand même un problème. Où on en est pour qu'on maintenant on veuille tout immortaliser tout le temps? Moi ça m'est arrivé hier soir, j'étais en soirée et tu sais je prends mon téléphone et en fait je fais un truc hyper bateau, genre je sais pas, je vais sur Snap, j'actualise. Je ferme mon tel et mon pote me fait la réflexion, il me dit mais mec, pourquoi t'as fait ça? Et en plus il me fait presque une leçon de morale, il fait tu vois ça c'est l'addiction. Frérot nous sommes en soirée, laisse-moi tranquille. Au final il a raison. Ouais il a raison, c'est vrai. Ouais, tu te rends compte, t'es allé sur cette fête pour rien faire. Mais je vérifiais si j'avais un message. On le fait plein de fois ça en vrai. Tout le temps. Ouais, je crois.
il y a des stats, ça tourne aux alentours de 150. C'est sûr, c'est une thérapie collective, les amis. VX dans la bulle. Emric, j'essaie de rajouter un peu de contexte avec quelques chiffres. On a en 2022, chez les plus de 18 ans, 40% des adultes qui déclarent que les écrans ont un effet négatif sur leur vie perso. Ah ouais. Et chez les 15-25, c'est 38% qui se déclarent addicts, 43% de femmes, 29% d'hommes. Ouais, c'est dans nos vies de tous les jours. Toi, Dali, qui t'intéresse à tout, qu'est-ce que tu as remarqué d'intéressant, de drôle, de pertinent auquel tu t'attendais pas forcément, même dans ton rapport avec tout ça? Aux écrans? Ouais. Déjà mon métier et le fait que je sois ici, tu vois. Parce que sans les écrans, jamais on est là en train de discuter. C'est vrai. On est en train de diffuser ça. Ouais. Et ça c'est ouf. Donc ce processus un peu actif de création, de partage, il est génial avec les écrans. Là où ça devient un peu plus dangereux à mon avis, c'est quand tu es dans une démarche passive. Même si en vrai de temps en temps c'est cool d'être passif. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va tout à l'heure c'était Snapchat, ça serait pour poster quelque chose ou écrire quelque chose. Ouais, sinon ouais. Et ton temps d'écran à toi, il est à combien? Tout à l'heure, on faisait un petit peu le calcul, il y avait des temps d'écran. Est-ce que tu suis les conseils que tu donnes? Bien sûr. C'est vrai que c'est une bonne question. Moi, mon temps d'écran, c'est 1h30 par jour. 1h30 par jour? Ouais. C'est pas grand-chose, ça va? Ouais, franchement, ça va, j'arrive à bien me réguler. J'ai mis pas mal de techniques en place, tu vois. Je suis un peu allé loin dans le délire. En vrai. C'est pas le bon élève du soir, là, 1h30 d'écran par jour depuis tout à l'heure? 1h30 d'écran, clairement, c'est le bon élève. 41% des jeunes de 16 à 30 ans qui passent plus de 6 heures par jour devant leurs écrans. Après, je me permets, faut pas confondre écran et téléphone, tu vois, parce que je passe 1h30 sur mon téléphone. Oui, ça ne comprend pas la télévision, ça comprend pas l'ordi surtout, tu vois. Ouais. Je passe pas mal de temps pour taffer. Mais c'est plus pour taffer, quoi. Comment t'as trouvé l'angle là? Parce que tout à l'heure on parlait de ce que faisait Léonard sur YouTube. Comment t'as trouvé ton angle avec ton style de vidéo qui me paraît en plus être assez modulable pour être compatible avec un peu tout? Je sais pas, c'est venu. Au départ, c'est une sorte d'imitation, tu vois. Moi, je regardais ce style de vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de les créer. Et puis après, petit à petit, tu commences à avoir ta patte dans l'écriture, dans la manière dont tu t'exprimes, les sujets que tu abordes, et puis même aussi dans le montage, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça, en fait, c'est vraiment. Je crois que j'ai fait plus de 500 vidéos, ouais. Même si, attention, c'est des vidéos courtes, donc ça demande moins de travail. Et puis au fur et à mesure, il y a des choses qui ont changé, d'autres qui se sont améliorées. Tu faisais quoi avant YouTube et TikTok? Je faisais des études. Okay. Oui, non mais enfin en termes digital. Enfin, je veux dire dans quel domaine j'étais? J'ai fait une année de licence économie-gestion. Ok. Donc aucun rapport avec les thématiques que j'aborde. Quand tu écoutes toutes les expériences qu'on a eues depuis tout à l'heure, depuis le début de CRL, ça te parle un petit peu? Tu as réussi à t'identifier à certains ou pas du tout? Ouais, un petit peu. Ouais. Je t'avoue que j'ai écouté d'une oreille et d'une autre j'ai discuté. Ouais, avec moi j'ai discuté à côté. Ouais. J'ai pas tout suivi, mais ouais, bien sûr. Les addictions, c'est un truc qui me parle. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'en parle autant, tu vois. Ouais. Parce qu'au final, je comprends grave ce qui se passe. Vous voyez, moi, pour le coup, je me sens. Enfin, j'ai l'impression que je suis pas un gars. Enfin, je n'ai pas un profil de personne addicte. Et pour le coup, une des rares addictions que j'ai eu à un moment, c'était l'addiction aux stats. Mais à part ça, je me sens très, très dans le contrôle et même quand je vais, je sais pas, je me sens pas. Alors parlons-en, parce que tout le monde, beaucoup en tout cas, sont addicts aux stats. Comment tu gérais ça et quel impact ça avait sur ce que tu allais faire? Parce que quand tu regardes une vidéo qui a particulièrement bien fonctionné, du coup tu te dis quoi? Il faut refaire la même chose? Il faut reprendre le même code? En fait, ce qui est compliqué, c'est que déjà, sur YouTube, il y a une grosse part d'algorithmes, donc tu as toujours envie de faire plus. Ouais. Et en plus, eux, ils te mettent bien dans les analytics, ils te mettent bien les classements. Donc en fait, tu vois quand tu sors une vidéo, si elle est première sur les 10 dernières ou alors si elle est 10e sur les 10 dernières, tu vois. Donc tu peux très vite te matrixer et cérébraliser tout ça. Après, en fait, je pense qu'il faut se détacher de ça parce qu'en vrai, tu peux sortir des contenus qui te tiennent à cœur et tu sais à l'avance que ils vont moins performer pour X raisons. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça m'a un peu... Alors, je sais pas si j'étais addict, mais j'étais... J'analysais pas mal et j'étais beaucoup en train de rafraîchir en mode ok, là c'est à combien, là c'est à combien, là c'est à combien. Mais par contre, tu vois, aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Ok, comment t'as fait pour arrêter de regarder ça alors que ça faisait la pluie et le beau temps? Honnêtement, je pense que c'est
peut-être le fait déjà d'avoir un peu grandi. Ouais. Aussi Tu t'es installé aussi, parce que maintenant, tu vois, t'as des abonnés, y a quand même des gens qui viennent, peu importe. C'est peut-être aussi ça, et puis en vrai, je pense toujours à ce qu'on a à faire après. Donc en fait, quand on sort quelque chose, on est déjà sur la suite, et du coup, je crois pas trop. Bien sûr, il faut regarder ce que tu as sorti, regarder comment ça marche et tout, mais je passe toujours au coup d'après plutôt qu'à ce qu'on vient de faire. Donc du coup, ça me permet de me dissocier un petit peu de ça. VX. Moi, j'aurais aimé savoir, c'était quoi tes techniques d'Ali pour réussir à être à 1h30 par jour de téléphone? On précise bien, de téléphone. En gros, il est en train de tester si t'es mytho ou pas. Moi aussi, je suis là pour les astuces, frérot. Moi, j'aimerais bien les avoir. Il y a des clients. En vrai, j'en ai plein des astuces, mais celle qui fonctionne le mieux, c'est juste que je m'oblige et je m'impose un blocage en fait sur des applis. Okay. Là, il est un peu plus de 21h, donc c'est débloqué. Ouais. Et le dimanche, c'est exceptionnel. C'est juste bloqué de 8h à midi. T'as une appli qui te bloque automatiquement? En fait, sur iPhone, dans les paramètres, tu peux faire en sorte que ça te bloque toutes les applis que tu veux. T'as des tu serais capable? Et mettre un code. Non. Okay. En vrai, je pense pas en avoir le besoin parce que pareil, j'ai pas un temps d'écran incroyable. En fait, la majorité des choses que je fais, c'est plus dans une démarche de parler à des amis pour X raisons, ou alors pour publier du contenu. Donc, non, en vrai, j'ai pas un temps d'écran. Enfin, il est quand même important, hein, c'est peut-être 4h30, tu vois. Mais j'ai dit ça en mode genre. Ouais, les gars, moi, ça je va, suis c'est pas fou, c'est 6-7 heures. Et tout à l'heure, on parlait de l'addiction aux stats. Tu l'as aussi, toi, l'addiction aux stats? Ouais, de ouf. Forcément, franchement, avec un rythme quotidien effréné comme ça, tu l'as forcément. Ouais, ça, c'est un truc qui est dur, surtout au début, ça te. Quand tu vois les stats qui explosent, mec, mais t'es accro, quoi. Et tu peux regarder. Pareil, je sais pas, 20-30 fois par jour, tu vois. Wow. Tu peux actualiser. Maintenant, c'est pareil, avec le temps, c'est un truc duquel j'ai réussi un peu à me détacher. Mais pour autant, je considère que c'est quand même hyper important, les stats. Moi, je le mets super haut parce que, en fait, pour moi, les stats, c'est ce que j'adore avec les vidéos, c'est que tu as un retour directement sur ta performance, tu vois. Genre, tu as fait quelque chose et directement, tu sais si c'est bien ou pas, même si, attention, c'est quoi, ça veut dire quoi, c'est bien. Mais comme on est un peu des performeurs de l'attention, tu vois, c'est notre but et notre objectif de faire en sorte que nos vidéos soient ouf et de faire en sorte que les gens continuent à regarder et que les vues augmentent, tu vois. Après, c'est important, mais tu peux le regarder une fois tous les 2-3 jours et tu peux le regarder 20 fois par jour. Et en fait, ça ne change rien. Grave. Parce que la conclusion que tu vas faire sera la même. C'est juste que dans un cas, tu vas te mettre un stress et entre guillemets, pas une pression, mais un truc bizarre où tu vas rentrer dedans et rafraîchir, alors qu'au final, si tu regardes une fois tous les 3 jours, ça revient au même. Et je pense que tu peux prendre du recul en plus sur. Ouais, tu te documentes beaucoup pour tes vidéos, tu te renseignes énormément pour. Ouais, de ouf. J'ai l'impression que c'est très 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 sourcé. T'as beaucoup d'histoires que tu racontes, si vous découvrez le contenu, vous irez voir Dali, mais ouais, c'est ça. Ouais, moi je lis beaucoup. Malgré mes 21 ans, ce qui peut paraître. Ça arrive, ça existe. Mais d'ailleurs, j'ai vu un com passer là, un gars il disait. C'est VX que là j'arrive plus à lire, moi je fais que scroller, machin. Il y a ça, Middle qui nous dit. 1er septembre. Ah, mais c'est. Yo mec, si tu sais ce que tu fais. Ah, très bien. Let's go. Regardez, je montre la preuve à l'écran. C'est vrai. Hein. Vous voyez que je suis. Il m'apparaît. Il y a des connexions qui se créent naturellement. Mais t'as pas répondu, donc tu réponds pas. Il m'apparaît, il m'a mis en lu. C'est pas que. Non, c'est pas réel, on pose des vraies questions. Tu réponds pas, même à Léonard d'Arduca, tu vas pas. J'ai pas lu. J'ai pas lu, mec. Mais je rigole. Parce que je suis jamais sur mon tel, tu vois. D'accord. C'est la preuve. Ok, non, c'est vrai. Mais c'est vrai que les messages, j'arrive pas à suivre. Et en même temps, j'ai dû accepter que je pouvais pas répondre à tout le monde. C'était pas possible, à moins que j'y passe mes journées. Et, j'ai pas envie de faire ça. Du coup, voilà quoi, tant pis. Est-ce que tu appliques les choses que tu dévoiles dans tes vidéos, les choses que tu nous as appris? Je sais qu'il y avait un moment donné où tu parlais de la productivité, le fait de se réveiller particulièrement tôt, comme le font beaucoup d'entrepreneurs millionnaires à succès. Est-ce que tu confirmes cela? Parce que moi, j'y arrive pas. Je regarde tes vidéos, je trouve ça très motivant vraiment quand on regarde tes vidéos, mais de là à pouvoir le faire, ça, j'ai pas réussi encore. Ouais, bien sûr. J'ai fait 500 vidéos, tu vois. Donc, il y a un moment où mathématiquement, j'ai 24 heures dans une journée et c'est impossible que je fasse tout ce que j'ai proposé, conseillé, ce genre de choses. Impossible. Ok. Mais si tu veux, on peut passer une journée ensemble et tu me le diras. Mais j'ai quand même l'impression d'être assez aligné, c'est important pour moi, tu vois, entre ce que je dis et ce que je fais.
Et ouais, il y a plein de trucs, tu vois, tout ce qui est douche froide, se lever tôt, bien manger, faire du sport, essayer de travailler sans distraction, passer peu de temps sur son tel. Ça, c'est des trucs que je fais quand même. Sur les 500 vidéos que tu as faites, il y en a une ou deux qui ont eu un impact plus important que ce que tu imaginais ou un impact vraiment fort? Ouais, grave. Il y en a une à laquelle je pense, c'est quand je me suis rasé la tête. Ouais. Je m'attendais pas du tout à ça. Et il passe des heures à se documenter sur des trucs et la vidéo qui a le plus marché c'est quand il se rase la tête. C'est qu'il a mangé des Jelly Belly. Ah ouais, c'est pareil. Moi c'est pareil, on fait plein de vidéos, il y en a une, on a fait Kwakubé juste en bas, ça a fait des millions de vues. Parfois c'est très simple. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Et c'était quoi le retour de te raser la tête? Le retour, c'est que... Pourquoi t'as fait ça? J'ai dit à 1 million je dois me raser la tête sur TikTok. C'est vrai? Ouais, je te jure, c'est dans ma bio, à 1 million sur TikTok je me rase la tête. Okay. Pour ça je suis intéressé, tu vois, c'est quoi les retours? C'est quoi les bienfaits? Non mais c'est par exemple gain de temps, tout ça. En fait, je me suis rasé la tête pour 3 grandes raisons. La première, c'était parce que j'avais besoin de changement, j'avais besoin de nouveau, tu vois. Et quand tu te rases la tête, t'es une nouvelle personne, quoi. C'est abusé. La deuxième raison, c'était, et ça va être un peu prétentieux de dire ça, mais vous allez comprendre, c'est de sortir volontairement du marché de la séduction. En fait, c'était... Ça veut dire quoi, sortir volontairement du marché de la séduction? En gros, c'était en mode... Sortir du mercato. Il s'élimine. Il sait que s'il va en soirée, ça ne marchera pas. C'est fini. Non mais on est en séduction tout le temps. C'est ça, c'est exactement ça. On est tout le temps en séduction, tu vois. Et moi, je sais pas, j'en ai eu un peu marre. Je me suis dit, vas-y, je vais devenir un peu un moine, tu vois. Là, ça va être clippé, lui sur TikTok. Dany, c'est un salaud. Et du coup, voilà, c'était bien. Moi, j'étais vraiment focus sur mes projets, sur d'autres trucs. Okay. Et cette tentation, entre guillemets, tu vois, d'y aller. Là, tu parlais d'avoir 500 vidéos. Il y a des vidéos quotidiennes qui sortent. Quasiment, ouais. T'as pas peur de pas avoir d'être en panne dans mon inspiration? Non. Ouais, tu sais que je sais pas si toi tu partages ça, comment tu fais en termes d'inspiration. Lui, sur son format, il peut se permettre d'avoir un peu plus de... Enfin, je reprends ta place, hein, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. En vrai, je pense que... Déjà, on a des idées un peu dans tous les sens. Et toutes ces idées, on les registre, machin. Donc, en vrai, on a 1 million de choses à faire et non, c'est pas vraiment un problème. Puis une idée, ça s'arrose. Hein. Une idée, tu la notes. Au début, c'est une mauvaise idée, tu reviens dessus, machin. Ce qui donne que dans mes notes, j'ai des trucs. Genre, l'autre jour, je suis repassé dans mes notes de l'époque. J'ai un truc, c'est tronçonner un arbre. Pourquoi j'ai mis ça? Je ne sais pas, d'accord. Mais il y a écrit ça dans mes notes. Tu vois, à un moment, j'étais là en train de prendre ma douche. Je me suis dit, vas-y, c'est une bonne idée. Non. Mais je pense que c'est un peu pareil pour toi où tu notes dès que tu as un truc. Tu griffonnes des trucs. Il y a des idées de vidéos que vous avez finalement que vous n'avez jamais faites? Un truc que j'ai, c'est tu perds, tu fraudes. Tu perds, tu fraudes. Genre, c'est la pire idée, mec. C'est en gros, genre, tu perds, tu fraudes les transports. Genre, pourquoi? À la limite, go avoir des problèmes. Tu fais ça pendant 1 an, et du coup, c'est marrant. Non, mais pour moi, c'était genre une journée, on prend full transport différent, tu vois, genre le métro, le train, machin et tout. Et à chaque fois qu'il y en a un qui perd, il de fraude. C'est une très mauvaise idée. Clairement. T'auras pas de sponsor avec la RATP ou SNCF? Moi, j'ai eu une idée de vidéo, mais qui était très moyenne. En fait, je voulais aller aborder des filles dans la rue, mais avec une particularité qui était que... Tu devais être chauve. Non. C'était qu'il s'est rasé la tête. Tous moine. C'était d'avoir la braguette ouverte. Ah. En fait, pourquoi je voulais faire ça? Pourquoi je voulais faire ça? Pour montrer que, à mon avis, dans la plupart du temps, les filles n'allaient pas s'en rendre compte, tu vois. Parce qu'en fait, on focalise beaucoup, ça s'appelle l'effet projecteur. C'est que tu as l'impression que tout le monde t'observe, tu as un bouton, tout le monde le voit. Sauf qu'en réalité, il y a au moins 4 personnes. Enfin, sur un ratio de peut-être, tu penses qu'il y a 5 personnes, en réalité, il n'y en a qu'une. Et on focalise beaucoup sur ça. Et du coup, je me suis dit, c'est quasiment sûr que si je leur demande, elles l'ont pas remarqué. Mais c'est un peu touchy parce que c'est une braguette, quoi. Compliqué. Et ce qui explique que, par exemple, Théodas, quand il filme des pranks et tout, je sais pas si tu vois qui c'est. Bien sûr, ça. Et quand il filme des pranks et tout, les gens ils se rendent pas compte qu'il filme parce qu'en fait, il capte tellement l'attention que les gens captent pas qu'il a son tel comme ça. Et Théodas, on le recevra bientôt dans Serial, qui est un créateur de contenu et qui fait beaucoup de pranks tous les jours. Qui est venu faire un prank à Skyrock d'ailleurs il y a 2 mois. C'est petit fou, il est très sympa. Moi j'aime trop comment il installe des malaises. Oui, il est génial. On le recevra bientôt dans Serial. Tout à l'heure, tu parlais, c'était ta maman qui est psy? Ouais. Et qu'est-ce qu'elle pense de ton contenu? Franchement, ça va, elle aime bien. Il y a peut-être une vidéo sur 10 où elle va me faire des remarques, tu vois, elle me dire ouais, ça, je sais pas, j'aimais moins et tout. Puis les fautes d'orthographe aussi, elle me. Tu vois. Ouais. Mais sur la forme, ça va, elle est satisfaite de ce que tu fais. Franchement, elle est hyper contente. Ça s'est un peu imposé. Elle a pas eu le temps en fait de le voir venir, tu vois. Un jour, je suis arrivé et je lui ai dit bon, en fait, je fais des vidéos et
je gagne de l'argent avec ça, tu vois. Ouais. Et t'es en mode, ah, bah, c'est cool. Puis elle me fait assez confiance, tu vois. Donc, Tu te bouffes énormément, beaucoup de contenu, tu lis beaucoup, énormément, etc. T'arrives à avoir du temps pour toi? Bah grave, en fait, Quand même. quand je bouffe du contenu, quand je lis, j'ai l'impression que c'est du temps pour moi, tu vois. D'accord. Et c'est pour ça, à mon avis aussi, que ça fit aussi bien. C'est parce que si je fais ça, c'est parce que j'aime de ouf faire ça, tu vois. Moi, il y a des moments, je suis devant des bouquins et je suis excité, tu vois. Mais pour de vrai, en fait, parce que ça me... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu le gars ton sourire. Ça juge pas, frérot. On juge pas. J'ai vu son regard. Ouais, ouais. On a un addictologue là-bas. Il y a Laurent qui est pas là encore, on peut le chauffer. VX. Dali, est-ce que t'as l'impression que quand tu regardes du contenu, c'est du temps pour toi par la nature du contenu que tu regardes? Je sais pas si tu me suis. Ouais, en vrai, ça peut l'être parce qu'à partir du moment où j'apprends des trucs, moi j'aime bien cette idée que à partir du moment où je kiffe, je perds pas mon temps, tu vois. Et du coup, bah, des fois, il y a des vidéos de Squeezie, je les regarde et j'ai l'impression que je prends du temps pour moi parce que c'est hyper marrant, c'est bien, ou même les vidéos de Léonard, bien sûr. Mais sinon, il y a beaucoup de vidéos aussi sur YouTube où je suis là avec ma petite extension Chrome à côté, je prends des notes, tu vois, ok, ça c'est intéressant, tac. J'ai fait ça juste avant de venir sur une vidéo de Laurent. Ok. Et tu vois, je me suis fait une belle note avec, bah là, c'est 5C par exemple sur l'addiction. Tout à fait, hyper intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, les 5C. Ouais. Après, faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. Alors les gars, on va faire un petit jeu maintenant pour vous qui va être sympa pour conclure C'est réel. Et je tiens à dire, parce que j'ai vu des messages passer, oui, le C'est réel sera dispo sur Twitch juste après. Et il y aura également plein d'extraits partout de l'émission à retrouver sur tous les réseaux de Skyrock, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Donc ne vous inquiétez pas, C'est réel continue de vivre même après le live. Après tout ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure, les addictions, je vous fais un petit tour des addictions que les auditeurs nous ont le plus envoyées. Comment les gérer au mieux? Tout ce qui va être fumette, cannabis, d'après toi Dali, d'après toi Léonard, comment on fait quand on est accro? C'est une sacrée question. Et je vais faire un tour avec 5-6 addictions, comme ça. Ouais. Comment on fait pour gérer? Je te demande à toi parce que je sais que tu analyses beaucoup le comportement. Ouais, bien sûr. Après, j'ai pas la prétention d'être addictologue ou quoi, tu vois. Mais c'est bien d'avoir notre son de cloche aussi que Laurent. Ouais. En fait, ce que je peux faire de mieux, c'est de parler de mon expérience, parce que moi j'ai fumé pendant 2 ans. Et ce qui m'a aidé de ouf, c'est d'arrêter d'aller en soirée, en fait. Ok. Ouais, c'est le truc qui a été... Et en fait, il y a aussi une association assez importante entre alcool et cigarette, tu vois. Et en général, c'est un... Tu sais, il y a en gros, comme tu associes l'alcool et les cigarettes au milieu festif, le fait de ne plus côtoyer le milieu festif te permet plus naturellement d'arrêter. Grave, ouais. Il y a le modèle de l'habitude, on dit qu'il y a 4 étapes, tu vois. Il y a le signal, il y a la routine, il y a la récompense, et avant même, il y a l'envie, tu vois. Et du coup, bah, le signal, c'était hop, je bois un petit verre d'alcool, et donc ça me déclenchait cette envie de fumer, tu vois. T'en penses quoi, Léonard? Alors, je suis d'accord là-dessus. En vrai, c'est des habitudes sociales. Par exemple, si tu fumes, tu vas aller boire un verre. Si tu associes la cigarette au fait d'aller boire un verre, forcément, quand tu vas aller boire un verre, tu vas avoir envie de fumer. Mais je pense aussi que les habitudes, ça se casse. Et je crois beaucoup en ça. C'est quoi? C'est donner un conseil. Je pense pas être le meilleur cas pour donner un conseil parce que moi, comme je dis, je suis un profil de personne qui je me mets pas trop dans des addictions. En tout cas, quand je consomme beaucoup quelque chose, j'arrive à couper assez net pour X raisons. Mais par exemple, quelqu'un qui fume, une bonne solution, ça peut être de se mettre intensément au sport. Et en fait, en se mettant intensément au sport, enfin, je pense qu'elle ressentira moins le besoin de fumer, tu vois. Ok, un peu comme Simon tout à l'heure. C'est ce que dit Spinoza, en gros, réorienter votre désir, tu vois, vers quelque chose de plus fort. Donc, le gars, il a envie de fumer, tu sais, c'est à niveau 5, envie d'aller faire du sport parce qu'il a trouvé un sport passion, le foot, tu vois. C'est à 8. Du coup, quand il a le choix, petit à petit, il commence à se réorienter vers... Pas mal. Moi, je mets les idées et lui, il les théorise. Le duo, il est parfait. Allez, encore deux ou 3 addictions, les gars, parce que c'est très très bien votre réponse. Les jeux vidéo, le gaming. Alors... Bah, tu prends ta console et tu la casses. Non. En vrai, là, je pense que j'ai été addict aux jeux vidéo. Non, mais à chaque fois, toi, t'as été addict à rien, après, t'as été addict à tout. Elle était trop marrant, Léonard. J'ai été addict aux jeux vidéo quand j'étais plus jeune. Et tu vois, je parlais de Minecraft. Je pense que c'est le jeu que j'ai le plus saigné, au point où, en vrai, ça, à un moment dans ma vie, ça allait vraiment pas trop parce que je faisais que jouer et je me couchais extrêmement tard. J'étais petit, tu sais, j'avais 12-13 ans, je me couchais à 5h ou 6h du matin.
Il n'y avait rien qui allait. Nuit blanche à cause du jeu vidéo. Ouais. Bah, c'était incroyable Minecraft. Et donc comment on arrête? Bah comment on arrête? Comment on diminue? Parce qu'on parle d'arrêter, mais on peut aussi diminuer. J'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo le jour où j'ai commencé à sortir. Ouais. Et du coup, tu vois, remplacer un Donc truc ça marche par l'autre. encore avec le conseil d'avant. Sortir avec des amis, machin, voir des filles et tout, ça m'attirait plus que les jeux vidéo. Donc en fait, j'ai un peu arrêté à ce moment-là. Okay. On a fait la fumette, on a fait les jeux vidéo, on fait écran réseaux sociaux. Et là, ça vous concerne directement. Comment on fait qu'est-ce qui fonctionne le mieux d'après vous, Dr Dali? Docteur Dali. Wow. En vrai, ça sonne bien. Docteur Dali. On va écrire des concepts. Je vais me renommer comme ça. Je pense à 3, on peut monter un cabinet. Ouais, il y a un truc. Ouais, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour réduire en tout cas plus de caractère. On va en réduire, vous êtes en train de nous regarder. Je vais reparler de mon expérience. Moi, ce que j'ai fait, c'est d'ajouter un maximum de friction au démarrage, tu vois. Faire en sorte que le passage à l'action, aller sur mon téléphone, aller sur les réseaux sociaux, ça soit quelque chose de difficile, tu vois. Okay. Parce que c'est un des trucs aussi qui fait que on est un peu tous accros à nos tels et surtout... Enfin, on n'est pas accro à nos tels, on est accro à ce qu'il y a dessus. Ouais. Tu prends ton tel dans ta poche et tu peux aller dessus directement, en fait, tu vois. Il n'y a aucune friction, ça prend 5 secondes. On peut enlever les notifs aussi, c'est cool. Ouais, parfois. grave. Ouais. J'ai aucune notif sur aucune mon téléphone, notif, ouais. sauf les messages WhatsApp. En vrai, moi non plus. Hein. Ok. Pareil, j'ai que WhatsApp et ça aide bien. Ouais, grave. Bon, en tout cas, les amis, merci. Il y en avait d'autres encore, mais on est bavard, on peut compter jusqu'à 4h du matin. Je voulais vous remercier d'être venu dans la première de CRL. Merci à toi. L'émission va continuer de vivre avec vos témoignages à tous là, depuis le début. Merci à Nao qui est passé tout à l'heure. Là, donc, c'était la première émission. Ouais. Donc les gens, ensuite, par exemple, s'ils ont manqué un truc, ils peuvent aller voir les extraits sur les réseaux. Partout. Il faut bombarder. Partout avec Skyrock. Et j'espère que vous passerez nous voir parce qu'on a plein de sujets à aborder encore et je pense que vous serez des bons clients comme on dit. Grand plaisir. Je voulais remercier Enzo qui est là. Je sais pas, il est à côté. Il est là, voilà, je vois tes doigts. Enzo à la réalisation qui est dans la bulle avec VX. Tous ceux qui ont réagi sur le chat et sur TikTok, tous nos invités. Cilia qui était de passage. Laurent Carilla évidemment. Allez suivre son podcast qui s'appelle Addiction. Et tous nos invités. J'ai oublié qui VX dans les invités. J'ai envie de citer quand même tout le monde. Écoute, t'as fait Nao, Dali, Simon, Léonard, Simon, Cilia, Laurent, Alexandre, on est bon? Alexandre Corbet, tout à fait. Voilà. C'est parfait. Et vous tous, et on revient très vite pour CRL avec d'autres sujets qu'on abordera. Et d'ailleurs, si vous voulez qu'on aborde des thèmes également, n'hésitez pas à nous les envoyer sur tous nos réseaux. On reste connectés. Réinvité Dali. Il m'a pas dit, donc je vais mal. On réinvitera les deux. Regardez ce duo d'enfer, incroyable. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi CRL, les amis. On revient très très vite. Et merci à toute l'équipe. Merci Anto, merci tout le monde.